La réalité, c'est que tu peux pas éviter le conflit dans un environnement. Toutes ces inventions, toutes ces innovations, elles sont arrivées parce qu'il y a eu un conflit à l'origine. Une personne qui vient me voir, parce que déjà elle a un conflit avec elle-même, c'est-à-dire que elle enchaîne les problématiques, ça veut dire tentative de suicide à plusieurs reprises, anorexie. Et une autre figure majeure de la sociologie pendant la même période. Ouais. Et pour lui, en fait, les conflits ne sont pas une condition naturelle ou bénéfique à la vie sociale. Il t'apprend le conditionnement mental et il te montre que tu peux marcher sur du feu. Donc ça veut dire qu'il y a 5-6 mètres de braise avec du feu. Le Léon Marchand, il nous a tous fait rêver cet été pendant les JO. Ah ouais, t'es fou. Et lui, il a parlé de son coach mental. J'aimerais savoir, toi, en tant que coach mental, voilà, tu as fait ton intervention au TEDx. Comment tu t'es préparé mentalement pour cette intervention-là? Et est-ce que tu peux me partager peut-être les émotions que tu as ressenties? Ce qui m'a intéressé à la PNL, c'est... En fait, c'est simple. J'ai fait un burn-out en 2013-2014. Crise existentielle, j'ai envie de dire. Vraiment la question de pourquoi je suis là, dans quoi est-ce que je suis vraiment bon. En réalité, là, ce qui m'anime le plus, c'est le fait de... En fait, c'est tout simplement de permettre à des hommes et à des femmes de retrouver leur voix, clairement. Vraiment de retrouver leur voix. VOX, VOY. Kenzo, Yes. tu es un expert en communication, en résolution de conflits. Mhm. Tu es fondateur de l'académie Callahan. Exact. On aura l'occasion de revenir là-dessus. À fond. Tu es formateur et médiateur. Ouais, Et tout ça depuis un peu plus de 10 ans maintenant, à peu près. à peu près. Et tu es aussi un speaker, Ouais. un TEDx speaker, Speaker TEDx, ouais, à fond. speaker TEDx. Ouais, ouais, C'est d'ailleurs à l'une de tes interventions qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. exact. Je mettrai les liens d'ailleurs de cette intervention-là pour que les personnes puissent comprendre ce que c'est que la communication, parce Yes. que on a l'impression qu'on sait communiquer, qu'on sait percevoir les choses, Ouais, mais c'est beaucoup plus profond que c'est ça. plus délicat que ça. Mais est-ce que si quelqu'un clique sur cet épisode et que cette personne ne te connaît pas, qu'est-ce que tu dirais à cette personne pour qu'elle écoute l'épisode jusqu'au bout? Ah, ce que je lui demanderais, bah en fait, c'est simple. Si tu as envie de passer un bon moment, que le sujet des relations te parle, Hmm. que tu as déjà rencontré des difficultés relationnelles, que ce soit dans le pro ou dans le perso, et que tu as envie d'en apprendre plus et ressortir de là avec plus d'éveil, plus de connaissances et plus de bonnes vibes, tu peux rester nous écouter. On va passer un bon moment. J'aime bien, j'aime Ouais. bien. Ça me donne envie de continuer à écouter. Ça va, ça veut dire que je suis vendeur. Non, non, mais c'est sûr que tu es dans ce milieu-là depuis 10 ans maintenant. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré en fait à te spécialiser en gestion de conflits et en communication interpersonnelle? Ouais. C'est-à-dire vraiment les échanges d'informations, Mhm. d'idées, de sentiments ou de messages entre deux personnes ou dans un groupe en fait de personnes. Ouais. Donc la question, c'est qu'est-ce qui m'a emmené à faire ça? Ouais. En fait, c'est simple, c'est mon histoire, hein. On en a parlé tout à l'heure. Mhm. Très tôt, j'ai été sujet aux difficultés relationnelles. Donc déjà à l'école. Donc ça a commencé avec l'école. Le fait d'être dans une école où j'étais le seul afro, le seul africain. Donc forcément, j'avais déjà un critère de différenciation qui était physique. Ensuite, le niveau de langage. Moi, j'avais le français de mes parents. Donc mes parents étaient arrivés en France 3-4 années plus tôt. Et je me suis rendu compte que j'avais pas le même niveau de langage que mes camarades. Ensuite, ben, après, il y a tout ce qui est question problématique aussi relationnelle dans la famille. En fait, ma famille a connu pas mal de conflits relationnels, donc j'étais aussi sujet à ça à un moment donné. Et bah, d'autres choses qui font que j'ai dû m'adapter de façon aussi simple que ça. Donc au début, timide, introverti. Donc à un moment donné, en fait, ce qui se passe, c'est que la vie, les situations font que tu peux pas rester timide, introverti et muet indéfiniment. Il va falloir à un moment donné que tu, comme j'aime dire, que tu libères ta parole. Mhm. Donc ça a été ça très rapidement. Et ensuite, ben, au fur et à mesure, dès que j'ai trouvé les solutions pour moi, il y a des personnes qui m'ont sollicité pour que je trouve des solutions aussi pour eux. Pour elles, pardon, excuse-moi. Et c'est ce que je fais là depuis un certain moment. En fait, je suis la personne qu'on appelle pour résoudre des problèmes. Wow. Et on commence par les problèmes personnels, après les problèmes relationnels, et après les problèmes de groupe. Ok. Donc un peu ça.
C'est vrai que lorsqu'on entend problème, lorsqu'on entend conflit, en théorie, ben, c'est quelque chose on peut se dire que c'est simple de régler, de gérer un conflit, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué Ouais, c'est complexe. Suivant le cadre dans lequel tu es, ça peut être très complexe. et généralement, qu'est-ce qui rend la chose difficile, en fait? Tu as plusieurs facteurs. Généralement, tu as les émotions, parce que tu as quand même un facteur émotionnel dans les émotions. Dans les émotions, dans les conflits, excuse-moi. Mmh. Tu as toujours un facteur, émotionnel dans les conflits. Ensuite, tu as l'enjeu. Enfin, je vais même te donner un exemple. Hem, un couple qui est là et à un moment donné, tu as l'un des 2 qui souhaite sortir du couple. Comment est-ce que tu l'annonces? C'est très compliqué, hein. C'est encore plus compliqué que ce qu'on pense et en fait, là, tout de suite, c'est les émotions à un moment donné qui sont là ou alors, je te donne un autre exemple, une personne qui, à un moment donné, doit faire face à son patron pour, prendre une certaine décision et cette décision va générer, ouais, pas mal de problématiques dans le groupe dans lequel elle est. Mmh. Il va y avoir un facteur émotionnel qui va être très important, Mmh. la peur de se faire virer, la peur que toute l'équipe la voit différemment, la peur de passer pour, pardon pour le terme, pour une grande gueule, et cetera, et cetera. Ensuite, tu as les enjeux. Les enjeux, par exemple, au travail, ça peut être une décision ou, une négociation qui est en train de se passer où il y a énormément en jeu. Pour une entreprise du CAC 40, ça peut être une influence sur la bourse, ça peut être aussi une influence sur le marché et ça peut être aussi des décisions qui vont générer, soit de la perte d'argent ou autre pour des personnes. Dans une famille, ça va être la même chose. Un conflit, par exemple, qui, à un moment donné, va rompre la confiance de l'un des 2 parties et quand la confiance est rompue, c'est très compliqué de revenir en arrière et de faire le travail. Généralement, on fait appel à des médiateurs, à des négociateurs ou à des personnes qui sont spécialisées dans les relations et ensuite la troisième chose, les émotions, les enjeux, ouais et après la troisième chose aussi, c'est la posture, c'est comment est-ce que tu es dans la relation? Comment est-ce que tu te sens? Ton bien-être? Comment est-ce que tu es apte à gérer ça ou pas? Parce que généralement, tu as 3 postures dans les conflits. C'est soit tu arrives à le gérer, tout se passe bien, soit tu l'évites, soit en fait, tu y vas, mais tu t'y prends très, très mal. Donc Mmh. en fait, au lieu de résoudre le conflit, tu génères d'autres conflits derrière. Mmh. Et du coup, c'est une escalade de conflits qui n'en finit plus. Donc c'est pour ça généralement qu'on appelle des personnes comme moi pour régler ces problèmes. D'accord. Si tu as quelques exemples, comment on fait pour ne pas tomber dans pour ne pas rendre le conflit plus compliqué qu'il ne l'est? Ah, première chose, Ouais. ne pas être dans la réaction. Parce que généralement, ce qui se passe dès qu'il y a un conflit, il y a beaucoup de personnes qui vont réagir par rapport à la situation. Ça À veut dire elles à vont chaud. à chaud, sous l'impulsion et quelque temps après, elles vont se dire: «Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, c'est J'aurais vrai. pas dû». Tu sais, par exemple, il y a des personnes qui sont en voiture, c'est bête ce que je vais te dire, hein, mais tu as des personnes qui sont en voiture, elles voient un accident arriver au loin ou elles voient qu'il va se passer quelque chose de bizarre. Au lieu de s'arrêter ou de se ranger sur le côté, elles vont accélérer. Parce qu'elles ont la pression, elles vont accélérer et à un moment donné, elles vont entrer elles-mêmes dans l'accident et elles vont générer encore d'autres accidents derrière. C'est vrai. Donc ouais, généralement, c'est ça. Donc déjà, sortir de la situation, ne pas réagir à chaud. S'il y a une hémorragie, clairement stopper l'hémorragie et après on trouve des solutions. Mmh. Donc je te dirais, ouais, ces 3 choses-là dans un premier temps, c'est, ne pas réagir à chaud, Mmh mh. prendre de la distance, de la hauteur. Mmh mh. S'il y a une hémorragie, s'il y a quelque chose qui est important, urgent et qui fait qu'il faut agir tout de suite, on stoppe l'hémorragie, on coupe le problème et après on trouve une solution et après on va plus loin, si besoin est. En général, tu sais, quand on est dans un conflit, Ouais, on demande un conflit qui perdure. OK. On demande souvent des conseils à notre entourage Ouais, pour, savoir, voilà, pour avoir leur avis et moi, personnellement, je ne vais pas forcément me diriger vers un médiateur. OK. Je vais plutôt essayer de gérer le conflit par moi-même. Mais quel type de conflit penses-tu qu'il faut faire appel à un médiateur pour les gérer? Est-ce que c'est un type de conflit ou est-ce que tous les conflits peuvent, être gérés par un médiateur? Ah, après, Ah, ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, ouais. ta question, c'est dans quel type de situation est-ce qu'on doit faire appel à un médiateur? Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Bah, généralement, c'est à un moment donné où la communication, en fait, ne passe plus. Ça veut dire qu'il y a 2 parties, il peut y en avoir plusieurs, hein, mais c'est généralement dès qu'il y a 2 ou plusieurs parties qui sont en train d'échanger, mais on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils sont sur 2 fréquences différentes et le message, en fait, ne passe pas. Donc quand c'est ça, il vous faut toujours un troisième point Mmh. qui est détaché des 2 parties pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts.
Et à partir de ce moment-là, bah, en fait, la mission du troisième point, du médiateur, ce sera de rétablir la communication entre les deux Mmh. pour les emmener à un point B. Parce que généralement, le point B, ça va être l'accord entre les deux parties. D'accord? Maintenant, le médiateur, c'est pas un sauveur. C'est pas quelqu'un qui est là pour trouver la solution pour répondre à un parti ou à l'autre parti. Lui, il est vraiment là de façon équitable, en fait. Tu vois. Ah ouais, non, mais Donc, c'est c'est plus pour ça. ça que on m'avait souvent dit, oui, si tu es au milieu d'une situation conflictuelle entre Ouais. plusieurs personnes, fais en sorte de sortir de cette situation-là, de ce milieu-là. Ouais, Parce parce que que. ça peut se retourner contre toi. Ouais, Quand parce que. tu n'as pas les compétences, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est souvent ce que j'ai entendu. Bah, après, tu vois, l'humain, c'est un animal social. Ça veut dire que dès qu'il y a un problème et qu'il y a un conflit, l'une des premières choses que les personnes aiment faire, c'est trouver des alliés. Ok, montrez-moi que j'ai raison. Donc en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer de rapatrier les personnes dans leur camp pour faire valoir leur parole ou leur vérité. Donc ça, c'est une chose. Et en fait, tu vas te rendre compte que les personnes aiment les avocats. Ouais, montre-leur que j'ai raison. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, à un moment donné, on arrive vraiment à une vérité qui est simple, hein. La question, c'est est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être en paix? Les personnes qui veulent toujours avoir raison dans un conflit, malheureusement, elles vont perdre. Et elles n'auront pas la paix. Et elles n'auront pas la paix. Même quand elles te disent qu'elles ont la paix, au final, le conflit, il est encore là, tu vois. Et nous, notre rôle, en tout cas, c'est de faire ça. C'est de venir et rétablir une forme de paix dans la relation et faire en sorte à ce que la relation euh, soit un levier de croissance pour les deux parties. Hmm. Donc après, en fonction de la situation, soit il va falloir à un moment donné qu'on négocie, qu'on trouve des contreparties, mais en gros, nous, on est là un peu pour syntoniser la situation. Ouais, pour cadrer C'est ça, le conflit, en fait. c'est ça. Et faire en sorte que chacun puisse communiquer et que chacun puisse bien s'en sortir. Et entendre aussi l'autre. Parce que des fois aussi, pour bien communiquer avec une personne, il faut être capable d'écouter l'autre. J'ai dit entendre, mais en fait, le terme, c'est écouter. Et souvent, dans les conflits, en fait, on s'entend, mais on ne s'écoute pas. Ouais, ça. Alors qu'en réalité, une bonne communication, c'est d'abord écouter et après répondre. Et est-ce que tu as un exemple justement d'un conflit délicat que Ouais. tu as géré, que tu peux me partager? Des conflits délicats. Dans quel cadre? Pro, perso? Perso, je dirais. Des conflits, j'en ai toute ma vie, donc je pourrais te dire. Parce qu'en fait, moi, sur les trois types de conflits, il y a les conflits personnels, Ouais. qui sont en lien avec ton orientation, ce que tu fais, ce que tu vas apporter aux gens. euh, Enfin, pas ce que tu vas apporter aux gens, mais en gros, qu'est-ce qui fait écho à toi et qui fait que tu décides de te lancer dans telle voie, d'accord? Ou des choses qui font que tu te sens pas bien, de Mm. façon aussi simple. Le deuxième type de conflit, c'est le conflit avec un tiers. Donc, il s'est passé quelque chose, tu avais envie de le dire, tu te sens mal parce que tu l'as pas dit, tu es énervé, vous vous entendez pas, et cetera. Et après, il y a le conflit dans un groupe. Alors ça, c'est encore une autre dimension. Conflit, par exemple, dans une famille ou dans une entreprise. Conflit, En fait, c'est des approches différentes. c'est en fait, je pourrais même t'en donner 3 de façon très simple. Premier type de conflit, une personne qui vient me voir parce que déjà, elle a un conflit avec elle-même, c'est-à-dire que, elle enchaîne les problématiques, ça veut dire tentative de suicide à plusieurs reprises. Tentative de suicide, ensuite anorexie, donc elle devient anorexique. En gros, crise existentielle. Mm. Elle trouve plus de sens à sa vie, donc à un moment donné, elle se sent tellement mal, elle essaie plusieurs choses qui ne fonctionnent pas, elle essaie des remèdes miracles qui ne fonctionnent pas, elle essaie aussi d'aller voir certains thérapeutes avec qui la relation passe pas forcément, et ensuite on lui recommande, bah, du coup mes services, et du coup, ben là, Mm. thérapie de groupe, et ça va beaucoup mieux. Là, elle est en train de démarrer son activité personnelle et là, elle a retrouvé un sens à sa vie, donc ça lui a apporté en tout cas beaucoup de plus-value. Donc je te dirais ça. Deuxième type, il y en a tellement. Lequel je pourrais te prendre? Dans le milieu, alors il y a les relations de couple, Ouais. mais bon, les relations de couple, par exemple. Relations de couple, tu es dans une relation où à un moment donné, tu ne t'entends plus avec ton partenaire et en réalité, le partenaire en face se permet tout et n'importe quoi. Donc en gros, c'est une relation en lien avec un ou une pervers narcissique, parce que les personnes aussi l'oublient, il y a des pervers narcissiques, il y a aussi des perverses narcissiques. Mm. Et du coup, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que la relation détruit les deux camps. De façon très très simple. Donc à un moment donné, il faut rétablir le dialogue et prendre une décision. Il faut que chaque partie soit en capacité de prendre ses décisions.
Et tu as ça aussi dans le milieu professionnel, hein. Mmh. Conflit avec ton boss, Mmh. conflit avec un collaborateur, ça va aux mains, des insultes, des menaces de mort. Ah Donc ouais. là, directement, nous, enfin les personnes comme moi, on intervient juste avant que ça aille au procès. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si vraiment là, ça porte atteinte à la sécurité d'un tiers ou autre, là, directement, c'est la justice. Mmh. Mais tant qu'on est dans une phase où les 2 parties sont OK pour parler, Mmh mh. là, du coup, j'interviens et l'idée, c'est de faire en sorte à ce que les 2 parties, s'écoutent, en fait. Mais OK. les cas les plus chauds, c'est juste avant la violence, en fait. OK. Juste avant ça. Ouais. Après, directement, police, parce qu'en vrai, même moi, dans ma posture, il faut que la personne, elle porte plainte, quoi qu'il arrive. Mmh. Conflit dans un groupe? Bah, pareil, une personne qui se sent mal dans sa famille et qui, à un moment donné, en fait, ne trouve plus de solution, qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue, qui ne trouve pas sa place. Et du coup, en face, les personnes ne comprennent pas non plus la posture de la personne qui se sent mal. Donc, à partir de ce moment-là, bah, en fait, il faut qu'on soit en capacité de rétablir un dialogue et refaire en sorte à ce que la famille devienne un terrain propice où la collaboration, en fait, ait sa place. Donc ça, c'est tout un travail. Parce que du coup, il faut travailler avec les différents points. Si c'est pas encore là, faut instaurer une culture familiale qui permet que la parole soit libérée. Ensuite, il faut aussi travailler avec chaque personne pour qu'elle aussi, elle fasse le travail sur elle-même. Parce que avoir des endroits où est-ce qu'on peut s'exprimer, c'est une chose, mais il faut aussi que les personnes qui sont là permettent à ce que ça se fasse. Et des fois, il n'y a pas forcément ça, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui fuguent, c'est Mmh. pour ça qu'il y a des personnes qui font des burn-out en famille ou en entreprise. Et c'est là où vraiment on est dans un travail complet, ça veut dire on retravaille carrément l'environnement en fait dans lequel la personne vit ou Mmh. dans lequel la personne exerce. Mmh. Donc là, c'est même plus de la médiation, c'est plus de la formation. Mmh. Ouais, en fait, c'est-à-dire que il y a des erreurs aussi à ne pas commettre quand Ouais, tu essayes de résoudre les conflits. Quand ouais, ouais. tu penses savoir que si tu fais telle action, ça va résoudre le problème, mais que tu as pas forcément le recul pour savoir l'impact de cette action-là, Mm, bah, mm, mm. comme tu l'as dit plus tôt, ça peut rendre le conflit encore plus complexe Ouais, que ça ça. peut l'envenimer. Exactement. Comme une personne qui a une fracture, tu vois, une personne qui a une fracture, tu as 3 solutions. Soit tu l'ignores, assistance à non-assistance à personne en danger. Soit tu essaies d'intervenir, mais est-ce que tu as les compétences et les capacités pour? Hem, donc tu interviens et dans ce cas-là, justement, dans ce cas-là, il y a 2 choses. Soit tu as pas les capacités, tu risques d'aggraver la situation. Mmh. Soit tu interviens, tu as déjà les compétences, les capacités et là, tu peux sauver sa jambe. Ouais. Donc tu as toujours le choix, en fait. Ouais. Tu as Mais toujours le choix et des fois, bon, généralement, c'est la fuite qui est là. Mais il y a toujours des solutions. Par contre, il y a une chose, c'est qu'il y a toujours, 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 toujours des solutions. mmh. Toujours. Il y a Georges Simmel, un sociologue en fait allemand, une figure majeure de la sociologie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et lui, en fait, il voyait le conflit comme une interaction sociale pouvant être bénéfique. De Et, fou. et il y a... C'est faux pour toi. Non, non, j'ai dit de fou. Ah, de Dans le fou, sens, pardon. je suis totalement d'accord. Et il y a Émile Durkheim, un sociologue français Mhm. et une autre figure majeure de la sociologie pendant la même période. Ouais, Et pour lui, en fait, les conflits ne sont pas une condition naturelle ou bénéfique à la vie sociale. Tu as commencé à répondre à la question, c'est extrêmement intéressant. Toi, t'es chaud. Très chaud. T'es très chaud. Ouais. mais je voulais avoir ton avis, en fait, là-dessus. Bah, en fait, sur le conflit, il y a une chose à comprendre. En fait, en effet, le conflit, c'est pas agréable en soi parce que ça nous met dans une forme d'inconfort. Il y a des problématiques qui sont mises en lumière. Et du coup, bah, la première chose qu'on se dit, c'est non, nous, on veut éviter le conflit quoi qu'il arrive. Maintenant, la réalité, c'est que tu peux pas éviter le conflit dans un environnement. Et tu peux voir ça par différents prismes. Si on prend un prisme quantique, d'accord? Bon, certains vont dire spirituel, d'autres vont dire quantique, ça dépend après du prisme. Mais sur un prisme quantique, il y a différentes lois qui sont là. La loi du mouvement, la loi du rythme, peu importe. Ça veut dire qu'en réalité, dans l'univers, la seule constante de l'univers, c'est le changement. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui peut stagner. Rien ne stagne. Ça veut dire qu'en réalité, euh, la vie est un long fleuve tranquille, la chose linéaire qu'on oublie, qu'on imagine, en réalité, elle n'existe pas. La vie, c'est des montagnes russes. C'est pas je vais d'un point A à un point B, tout se passe bien dans le plus grand des mondes à 100% du temps. Non, c'est des hauts, des bas, des épreuves. On en parlait par exemple les personnes qui créent des podcasts. Le podcast, c'est pas tout simplement tu t'assois, tu appuies enregistrer, le podcast se fait. Non, il Non. y a toujours et aucun épisode ne se ressemble. Et en fait, c'est comme dans tout dans la vie. En réalité,
Moi, j'aime dire que chaque objectif, chaque but dans la vie a son lot d'épreuves. Parce que oui, il y aura des choses qui vont aller, des choses qui ne vont pas aller. Donc déjà, tu sais que la seule constante de l'univers, c'est le changement, donc ça ne change pas, d'accord? Ensuite, on prend juste la génération dans laquelle on est. Aujourd'hui, on a l'IA. Aujourd'hui, on a des téléphones portables, on a des caméras, on a le digital, on a des nouvelles inventions qui sont arrivées. Toutes ces inventions, toutes ces innovations, elles sont arrivées parce qu'il y a eu un conflit à l'origine, quelque chose qui n'allait pas. Donc en réalité, oui, le conflit, il est nécessaire parce qu'il permet de progresser. Par contre, ce qui fait que le conflit, à un moment donné, est une problématique, c'est quand on reste statique et on regarde le conflit. Et on le laisse prendre de l'espace, etc. On pourrait rentrer dans des sujets un peu touchy, mais regarde, par exemple, Comme, regarde dans la société dans laquelle on vit, il y a des sujets qui n'ont pas changé depuis des siècles, qui sont toujours les mêmes. Et si tu regardes bien, quand on regarde en profondeur, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans ces sujets-là. Et en réalité, dès lors qu'en fait on laisse quelque chose se pérenniser comme ça, mais on ne change rien, c'est-à-dire qu'on évite tout conflit, bah justement, il est là le conflit. hmm, c'est comme une tumeur en fait. Ouais. Et en réalité, il faut que les choses changent constamment. C'est important, le renouveau est important. Par contre, dès qu'il y a un conflit, c'est qu'il y a en réalité une opportunité de croissance dans ce conflit-là. Ok. Mais pour développer cette opportunité de croissance, faut-il aussi être en capacité de le retrouver à l'intérieur. Par exemple, un sportif de haut niveau, je prends LeBron James. Conflit personnel, conflit même par rapport à l'équipe, il prend des shoots, il se loupe. D'accord, on va dire, il prend 50 shoots, il en met 24. 50% en moyenne de taux de réussite. Là, il y a un conflit. Conflit avec le coach, conflit avec l'équipe, conflit avec les fans, etc., etc. Hmm, Mais il a dû rencontrer ce conflit-là pour, à un moment donné, aller à l'entraînement, travailler davantage et devenir le meilleur joueur de la NBA. hmm. Conflit dans les relations de couple. L'homme, la femme ne s'entendent pas du tout. Donc, il y a un conflit sur un sujet. Je prends une bêtise. Conflit sur la couleur de la tapisserie. Donc, le conflit en question, qu'est-ce que ça va être? Généralement, mesdames, je sais que vous avez toujours la bonne information sur ce sujet. Et je sais que, messieurs, nous n'avons pas, en tout cas, le recul que vous avez sur la décoration. Nous, on veut un tapis. Nous, on veut juste un tapis. Et je sais que, mesdames, en général, hein, si je peux me permettre, mesdames, vous avez besoin d'un tapis qui sera en parfaite harmonie avec le canapé, la table, l'environnement de la maison, l'énergie qu'on veut mettre à l'intérieur, etc., etc. Les deux sont OK, mais on se rend compte qu'il y a un conflit. En quoi est-ce que ça va être un levier de croissance? Pour l'homme, ça va lui permettre de s'investir davantage dans les tâches de la maison, par exemple, ou aussi développer, comment on appelle ça? Sa fibre Développer sa fibre de art- décorateur d'intérieur, par exemple. artistique. Artistique, ou Ouais. même son niveau de créativité, Hmm. ou aussi toute la conscience que ça demande de décorer un appartement, parce que c'est pas juste mettre des meubles, d'accord? Pour madame, elle, ce sera peut-être quelque chose du style, ça va renforcer sa relation avec son partenaire dans l'implication d'un projet en commun. Ça peut être aussi le fait de, bah, tout simplement, elle a besoin de transmettre son amour pour la décoration et elle va pouvoir partager ça avec son mari. Donc, dans tous les cas, ça renforce le lien et ça peut être autre chose. Moi, je sais que j'ai un ami de longue date, sa femme est très douée en décoration d'intérieur. En fait, la situation en question, ça l'a emmené en fait à développer une activité dans ce domaine-là parce qu'elle est vraiment très forte. Et vu que lui, c'est un entrepreneur, il a vu ça, mais il s'est dit, mais là, tu as un skills de fou que tu peux monétiser et Faut le partager. ouais, que tu peux partager. Tu peux être rémunéré pour partager ça. Et en plus, ça te fait du bien. Et du coup, il l'a aidé à développer son activité de décoratrice d'intérieur. Hmm. Donc, tu vois que le conflit, en réalité, il est bon dès lors qu'on est OK pour trouver un arrangement, un Hmm. juste milieu. Ouais. Et pour ça, il faut avoir la bonne mentalité. Ouais, il Faut... faut avoir la bonne mentalité, il faut avoir le bon niveau de conscience. Euh, on peut même parler de volonté. Et il faut aussi un peu de technique. Un peu technique quand même. Un peu de technique, je pense. Et c'est quoi le plus important du coup? Le plus important, c'est de se rappeler de ce qu'on veut pour les deux. En Ok. fait, dans une situation conflictuelle, on va être très synthétique, se rappeler trois choses. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui est important pour l'autre? Et qu'est-ce qui est important pour la relation? Mais quand tu es dans le conflit, comment tu peux arriver à prendre ce recul pour te rendre compte de ça en fait? Bah, justement, c'est parce qu'il y a un conflit que je dois prendre du recul.
C'est comme ce que je te disais tout à l'heure, le fait de prendre de la distance par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce que généralement, les émotions, elles font qu'on rentre dans le conflit. Hmm, Et là, c'est la bataille, on se tire dessus, etc. Balles perdues, etc. En fait, là, l'idée déjà, c'est de sortir du conflit. Ok, qu'est-ce qui est important pour moi dans la situation? Pourquoi est-ce que je suis pas aligné? hmm. On peut s'appuyer sur nos valeurs, sur ce qui est réellement important pour nous, sur ce qu'on voulait à la base. D'accord? Ensuite, être à l'écoute. Qu'est-ce qui est important pour la personne en face de moi? Parce que des fois, on réagit parce on essaie d'interpréter ce que la personne est en train de penser et pourquoi elle a pris telle position. Hmm, Chose à ne pas faire. Autant créer un espace où la personne aussi peut se livrer. D'accord? hmm, Et dès que ça, c'est OK, OK, c'est quoi le troisième point? C'est quoi le point commun entre toi, moi et qu'est-ce qu'on veut pour la relation? hmm, Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est pas mon point de vue. L'objectif, c'est pas qu'on écoute que ton point de vue. hmm. L'objectif dans tout ça, c'est la relation. C'est ce que Simon Sinek appelle le why, par exemple. Ouais. Et des fois, en fait, généralement, on rentre très vite dans des conflits parce qu'on oublie, en fait, ce qu'on veut à la finalité. On oublie la finalité. On reste dans des guéguerres où j'ai pas aimé comment tu m'as parlé, j'ai pas aimé quand t'as fait ci, j'ai pas aimé quand t'as fait ça, alors qu'en réalité, derrière tout ça, il y a toujours ce qu'on appelle la beauté cachée de la situation. Il y a toujours quelque chose qui est là pour nous faire grandir. Non, mais tout ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de techniques aussi. Et il y a une technique qui est la communication non violente. Ouais, la CNV. Exactement. La CNV, donc c'est une technique qui a été, c'est un concept plutôt qui a été développé par Marshall Rosenberg. Mhm. Mm. Comment penses-tu en fait que cette approche peut contribuer à la gestion des conflits? Ouais. Alors, ce qui est hyper intéressant avec la CNV, c'est que de base, Marshall Rosenberg, bon, il s'inspire aussi d'autres experts comme Carl Rogers ou autres, qui ont déjà fait un certain travail sur l'écoute, sur l'importance du verbe, sur ce qui se joue dans les dynamiques relationnelles. Et en fait, la CNV, c'est extrêmement intéressant parce qu'à un moment donné, à travers cet outil, l'idée, ça va être de clarifier ce qui se passe chez nous, donc sur le plan de l'intelligence émotionnelle, être capable aussi de partager ce qu'on ressent. Parce que je sais pas si tu as déjà vécu la chose, tu es dans un conflit, tu as envie de dire des choses à la personne, mais tu réponds totalement à côté. Et ce que tu ressens, tu n'as pas été en capacité de le verbaliser. C'est affreux. Ouais, ça m'est déjà arrivé Ouais, parce que t'as pas envie de. Bon, moi, soit j'ai pas envie de blesser, ouais. ou soit j'ai pas envie que le conflit prenne une tournure incontrôlable. Tu vois, parce qu'il y a des enjeux. Et tu dis Exactement. que si la relation, elle coupe, Ouais. bah, il va y avoir des dommages collatéraux, alors qu'en réalité, ça aurait pu être maîtrisé bien avant. Hmm. Ok. Donc en fait, la CNV, ça va permettre déjà de clarifier ce qui se passe chez nous, sur le plan de l'intelligence émotionnelle. Ça va nous permettre aussi de verbaliser ça et d'être clair avec nos besoins. Mais avant tout ça, ce qui est hyper intéressant avec la CNV, c'est que ça permet aussi de mieux comprendre l'autre. Ah ouais? Ouais. C'est surtout pour mieux comprendre l'autre? Je dis pas que c'est surtout pour mieux comprendre l'autre, mais ça permet, en tout cas, dès lors que tu prends une posture communication non violente, Ouais. le propos que tu vas entretenir, le propos pardon, que tu vas entretenir, à un moment donné, va laisser aussi la place à l'autre Hmm. de De s'exprimer tout s'exprimer. simplement. Parce que je te donne un exemple. Il y a des conflits, par exemple, qu'on rencontre. La personne qui arrive, elle explose. Elle insulte tout le monde. C'est ton problème, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Maintenant, les personnes qui auraient éventuellement quelque chose à dire, il y a des personnes qui vont être tout de suite dans la contre-attaque, mais tu as des personnes qui vont se taire. Pourquoi ces personnes vont se taire? Parce qu'elles sont pour moi, Ouais. quand tu te tais dans un conflit, c'est que déjà tu prends du recul Mhm. et que tu comprends que peut-être que ça n'a pas d'intérêt que cette situation-là génère un conflit, que ça soit un conflit. Donc, il y a exactement cette posture-là où tu dis, en fait, il n'y a pas besoin que ça parte au-delà. Hmm. Mais des fois, en fait, il y a des personnes qui n'y vont pas parce qu'ils se disent, si je dis quelque chose, je rentre dans le conflit, j'envenime le conflit, ça se trouve, ça va créer un deuxième conflit entre moi et l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Vu que ça va générer tout ça de problématiques, je dis rien. Et quand je dis rien, ce que j'ai à dire qui peut éventuellement apporter une solution devient un non-dit. Et ce non-dit, du coup, on le garde. Et en fait, le conflit, en fait, va se gérer avec ce qui est dit là. Mais tout ce qui n'est pas dit ne va pas contribuer, en fait, à l'amélioration du conflit. Hmm. Donc c'est là où, en fait, la CNV, c'est extrêmement important. C'est très, moi, je trouve ça hyper stylé dans le sens pour la personne qui a un message à verbaliser, mais aussi pour la personne qui est en face, qui elle-même a besoin d'un espace pour parler. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ne veulent pas être dans une discussion, elles sont dans un monologue et elles se déchargent, elles se déchargent, elles se déchargent. Donc ça, c'est pas de la communication non violente. Elles se déchargent, c'est très bien, mais par contre, ça ne laisse pas la place à l'autre pour parler. Et dans la CNV, on apprend aussi ce qu'on appelle l'écoute active, qui est extrêmement important.
On reviendra là-dessus plus Ouais. tard, sur l'écoute active, mais ça me fait penser à des situations conflictuelles où il y a des spectateurs, par exemple, Mhm. et toi, tu es dans le conflit, tu es acteur du conflit, Ouais. et tu ne dis pas des choses parce que tu n'as pas envie que ça s'envenime, tu les gardes pour toi. Comme tu l'as dit, ça peut être bon, ça peut être mauvais, mais ça peut être perçu aussi comme des personnes qui s'écrasent face à l'autre. Ouais. Mais quel est ton avis là-dessus? Après, quand j'entends s'écraser, j'ai plus l'impression que c'est le regard de la société qui juge d'un conflit. Et du coup, ben, il te colle cette étiquette de ah ben toi tu t'écrases de toute façon. Toi, tu es là, tu dis rien, tu acceptes et Est-ce que tu as un exemple à partager? ben, les exemples que j'ai à partager, c'est surtout les personnes timides, un peu, introverties. Ouais, de fou, je vois totalement. Ancien timide, introverti, t'inquiète pas que le sujet, on a travaillé avec, on a dormi avec. Mais Mais du coup, comment ne pas avoir cette posture où on a l'impression que tu t'écrases, mais en fait, tu ne t'écrases pas forcément, c'est juste que tu ne sais pas comment exprimer les choses et que tu penses que si tu exprimes les choses, ben ça va le conflit, la personne en face va encore plus s'énerver et que ça va prendre des tournures qui seront incontrôlables. Ouais, ouais, je vois totalement. En fait, la chose déjà à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonne posture, mauvaise posture. Mmh. Tu prends la posture qui est la plus juste pour toi. Parce que bien entendu, chaque posture, à un moment donné, va avec son lot de challenge. C'est-à-dire que c'est soit tu t'exposes et là, tu risques de te manger des reproches, etc. Soit tu ne t'exposes pas et à un moment donné, en fait, on va te pointer du doigt et te dire pourquoi est-ce que tu n'es pas intervenu, etc. Et en réalité, déjà, il faut être juste avec soi. Quelle est la posture la plus juste pour soi dans telle situation? Déjà, ça dans un premier temps. Ensuite, s'il y a besoin d'avoir une démarche un peu plus poussée, bah, c'est déjà s'affirmer. Ok, être au clair avec soi. Ok, je ne suis pas intervenu dans telle problématique, dans tel conflit, parce qu'il y a ça, et j'ai juste pas envie. Et déjà, être au clair avec soi, c'est déjà très important. Ensuite, après, si on veut, à un moment donné, intervenir dans le conflit et être une plus-value, ou venir avec une intention d'apaiser la chose ou autre, bah là, directement, ça va être de travailler sur ses compétences relationnelles, automatiquement. Donc la CNV, c'est un outil, il y en a encore plein d'autres qui existent. Mmh. Mais en tout cas, la chose très importante, c'est d'écouter l'autre. Toujours. Écouter l'autre pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer. S'il y a différents parties dans le conflit, c'est être en capacité, en fait, de prendre de la distance, comme je te l'ai dit tout à l'heure, écouter les autres et après exprimer ce qu'on a envie de partager. Mmh. Après, généralement, dans les relations, c'est bien qu'il y ait une personne, en fait, qui prenne le lead de la conversation. Donc c'est soit on va avoir une posture de médiateur, et là on va essayer d'harmoniser la chose et faire valoir son propos, soit on prend le rôle d'un parti, et là ça va être un peu, on va être un peu en mode avocat. Ok, moi je suis plutôt de cet avis-là parce que je trouve qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et toujours en fait c'est vraiment une question de quelle est la posture la plus juste pour soi. Mmh. Vraiment. Et forcément, la communication a une place très importante dans la gestion des conflits et même pour exprimer ses idées. Mhm. On vient tous de milieux différents. Ouais. On a tous des niveaux d'études aussi qui varient. On a tous aussi des entourages qui ne ressemblent pas aux autres entourages des personnes. Mhm. Mais la communication, ça reste quand même l'élément clé de plusieurs êtres humains, de la plupart des êtres humains. Quasiment la totalité. Comment on peut améliorer en fait ses compétences en communication lorsqu'on sait qu'on a un gap, lorsqu'on sait qu'on est en dessous peut-être du niveau de communication que l'on doit être? Comment on améliore sa communication? Ouais. Alors, je vais pas avoir un discours classique ou traditionnel, parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait entendre, l'écoute active, la formulation des paroles, la PNL, il y a plein de choses. Moi, c'est ce que j'enseigne en tout cas dans mon académie. Déjà, la première chose, c'est avoir conscience, avoir déjà un certain niveau de conscience. Un certain niveau de conscience, c'est comprendre que je ne suis pas seul dans l'environnement dans lequel je suis, qu'il y a d'autres personnes qui sont là, et qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, et qui ne fonctionnent naturellement pas. Donc ça veut dire déjà, c'est des choses bêtes, hein, en parlant comme ça, mais déjà, c'est comprendre l'environnement dans lequel je suis. Première chose. La deuxième chose, c'est se comprendre soi. Une fois que je comprends les règles du jeu, je prends le temps de me comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on leur demande qui tu es, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer,
Il y a des personnes malheureusement qui ont pas encore qui sont pas encore en capacité de le verbaliser, tout simplement parce qu'elles n'en ont pas encore assez conscience. Donc déjà, qui je suis et qu'est-ce que je veux? Et en même temps, qu'est-ce que je ne veux pas? Parce qu'il y a ce qu'on veut, ce qui nous fait vibrer, mais il y a aussi ce qu'on ne veut pas et ce qui, pour nous, en fait, n'a pas d'intérêt. D'accord? Une fois que ça c'est fait, j'apprends à créer une relation avec l'autre. Une fois que je suis au clair avec mon système, qui je suis, j'apprends à j'apprends à dialoguer avec l'autre. Excuse-moi, j'ai inventé des mots. J'apprends à dialoguer avec l'autre. Et le fait d'apprendre à dialoguer avec l'autre, ça permet de prendre conscience qu'en fait, ouais, il n'y a pas uniquement ce que je dis qui est important, ce que je comprends. Ne pas hésiter, en tout cas, à utiliser, tu sais, le fait de reformuler ce que la personne dit pour être sûr qu'on est bien sur la même fréquence. Mmh. C'est un peu comme les stations de radio, tu vois. Mmh. Toi, tu peux être à 101, 110, la personne à 98. À un moment donné, il faut être capable de trouver, en fait, une fréquence sur laquelle on s'entend. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est Parce que des fois, je pense que c'est dans les relations, dans les couples où on voit ça. Il y a une personne qui est sur la station 107.3 et l'autre qui est à 85.1. c'est tellement ça. La thématique, c'est la même. Le sujet, c'est le même. Mais les propos, C'est tu sais, il y a aucune communication. c'est pas cohérent. Et tu vas avoir une personne qui va venir, un tiers qui va arriver, qui va regarder, qui va dire, eh, ce que vous dites, c'est la même chose, mais vous ne vous écoutez pas. Mmh. Et en fait, c'est ça, généralement, ce qui se passe, c'est que on communique, mais en fait, on est tellement dans nos prismes, dans nos paradigmes, dans nos schémas, où à un moment donné, en fait, on oublie rapidement que l'autre est là, en fait. Ouais, Et c'est vraiment subtil, hein. ouais. Dès qu'on oublie l'autre dans la communication, en fait, on est dans un monologue. Mais ça arrive tellement de fois. En fait, c'est l'écoute active limite. Non, Enfin, c'est de l'écoute active. c'est une position d'écoute active. C'est clairement une posture d'écoute active. Et aussi tu sais, c'est un peu, moi j'aime bien les métaphores. Tu vois, c'est un peu comme une danse. Une conversation, c'est une danse à deux. Mais dans la conversation, il y a trois facteurs. Dans la conversation, La excuse-moi. danse. Dans la danse, il y a trois facteurs. Dans la conversation aussi. Il y a ton rythme à toi, il y a le rythme de l'autre, et il y a la musique. Ouais. Mais si à un moment donné, les deux parties ne s'écoutent pas et ne prennent pas en fait la décision de s'accorder sur un même ton, sur une même voix, ou Mmh. alors sur une seule et même musique, bah, en fait, ça va dans tous les sens. Mmh. Toi, tu vas danser, j'ai une bêtise, tu vas danser du compas. Moi, je vais danser du kuduro. Ouais. Ou alors, tu vas danser de la valse. Moi, je vais danser du break. Mais en fait, Ouais. on s'entend pas. Il Ouais. n'y a pas de danse. C'est chacun est dans son coin. Ouais, ouais. Et en fait, il faut qu'on soit en capacité dans les relations de se rappeler qu'il y a moi, il y a l'autre et il y a la relation. Mais c'est Mmh. comme en danse. Mmh. Il y a toi, il y a l'autre et il y a la musique derrière. Et Ouais. la musique, c'est ce qui permet de relier les deux. Ouais. En fait, il faut faire attention à tout ça et comme tu l'as dit, il y a une partie d'écoute active Mhm. et c'est comme si là, on échangeait et je suis sur mon téléphone Ouais, et on voit beaucoup d'images comme ça, exactement. même dans les couples, même au travail. Tu es là, tu es dans un meeting, tu es sur ton téléphone Mm. et tu fais enfin, c'est-à-dire que parce que tu as l'impression que tu écoutes. Moi, je sais que parfois, je peux être un spécialiste de cette façon Ouais. d'être avec mon téléphone et d'avoir une oreille, qui écoute, plus ou moins. Mhm. Mais est-ce que je me trompe en faisant ça? Est-ce que je devrais pas justement, je veux dire avoir la force, mais mettre le téléphone de côté et vraiment adopter une posture d'écoute active où je suis, Focaliser. focalisé sur ce que la personne me dit? Bah déjà, alors, si tu es dans une conversation, déjà, tu Parce peux que pas avoir de conversation. Vas-y. parce que quelle image ça renvoie en fait justement? Ah, le In fait de. Ouais. indirectement par exemple, le fait que je sois sur mon téléphone Et que tu parles à la et personne. que je parle à la Ça, c'est personne. clairement, pour moi, je mettrais le terme ignorance. C'est ignorer Mmh. la personne, en fait. Et c'est excellent ce que tu dis, parce qu'il y a une notion qui est importante, c'est être présent dans la relation. Parce que on oublie une chose, c'est on peut ne pas être présent dans la relation. On peut être dans une forme de relation, on a l'impression qu'on converse avec l'autre, mais le fait de ne pas être présent, ça veut dire ne pas être dans une forme d'écoute active ou être focalisé sur un seul et même point, autrement dit la personne qui est en face. Mais en fait, oui, c'est le fait de ne pas être présent dans la relation. Et du coup, en fait, bah, on n'est pas dans une relation en réalité. Mmh. On est focalisé sur autre chose. Il y a un livre qui en parle, qui est excellent, que je te recommande, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. OK. Et il parle de l'importance d'être focalisé sur le présent. Il donne aussi des exercices, et en tout cas
des tips hyper importants sur le fait d'être focalisé ici et maintenant et de pas être dans, Ok. dans le ruminage. Hmm. Où en fait, tu penses que tu es dans la relation, mais en fait, tu es dans ta tête. Par exemple, il y a des personnes qui sont dans des relations, elles vont converser avec toi, elles vont parler avec toi, et à un moment donné, tu vas te rendre compte que la personne, elle est là physiquement, mais elle n'est pas là. Hmm. Parce que pendant que tu es en train de lui parler, elle est en train d'imaginer plein de choses. Hmm. Elle est en train de penser à son planning de la semaine dernière. Elle est en train de penser peut-être à ce qu'elle va dire après. Et en fait, elle n'est pas dans la relation. Elle n'est Hmm. pas dans une écoute active. En Et- fait, elle s'écoute elle-même. Elle est en train de converser avec une part d'elle, tu vois. hmm. Donc, en réalité, ouais, être présent dans une relation, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Ouais, et en plus de ça, ça peut éviter des conflits. Parce que quand t'es pas présent et que l'autre personne en face veut discuter avec toi, ben, cette personne-là, si elle perçoit que tu n'es pas là, ça va l'énerver. À fond. En fait, on pourrait même reprendre la métaphore de la danse. Le fait de ne pas être là présent, c'est comme si tu danses avec la personne en face sur une musique qui est en train de passer et la personne fait du surplace. Impossible. Tu vois, au final, il y a une seule personne qui danse et ça marche pas. Ah non, mais c'est pour ça que c'est important d'être présent. Et c'est pour ça qu'il faut aussi s'adapter en fonction de la personne que tu as en face de toi. Mais du coup, Mm. je sais qu'il y a des personnes qui pensent que tu t'adaptes naturellement en fonction de la personne que tu as en face de toi. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de naturel? Et est-ce qu'on n'est pas dans ce milieu-là, qu'on n'a pas voilà, eu des cours en communication et autres, est-ce qu'on doit vraiment prêter attention au fait d'adapter ben, sa posture, son langage, en fonction du type de personne qu'on a en face de nous? Ouais, tu vois, c'est hyper pertinent ce que tu cites là, ce que tu pointes. En fait, pour moi, ça va dépendre du cadre en question, du cadre dans lequel tu es, de la situation, du contexte. Je te donne un exemple. Demain, tu as un entretien dans un cabinet du CAC 40 et tu as une posture, disons que tu viens pour postuler pour un poste de manager, tu viens pour postuler pour un poste de DRH, par exemple. Comment tu vas y aller? Enfin, quelle posture tu vas avoir? Bah, déjà, je vais faire en sorte de bien m'habiller. Ok, pardon, bien t'habiller. Ok, Je vais... un poste de DRH, hein. ouais, ouais. Bah, déjà, je me renseigne en fonction au niveau de la société pour connaître l'environnement. Ok, quel ton tu vas avoir? Tu vas tutoyer les gens, tu vas les Non, vouvoyer, je vais les vous voyez. tu vas les vouvoyer, Ouais. ok. Les sujets sur lesquels en fait tu vas échanger, ce sera lesquels? Bah, qui sont en lien avec les salariés. Qui seront en lien avec les salariés, Ouais. super. Est-ce que du coup tu auras un ton, donc tu vas les vouvoyer, est-ce que tu vas crier? Est-ce que tu vas parler posément? Est-ce que Non, tu vas chuchoter? pour un poste de DRH, je vais parler avec assurance. Ok, tu vas parler avec assurance. Donc en fait, tu vois, ça va dépendre du contexte en Mm, question, donc tu vas t'adapter au contexte, mm. d'accord? Ça ne veut pas dire que tu n'es que ça, c'est hyper ok, mais en fait, tu vas t'adapter au contexte dans Ouais, lequel tu vas être. Et aussi, tu vas t'adapter aux personnes que tu vas rencontrer. ouais, Parce que c'est normal, tu ne parles pas à un enfant de 4 ans quand tu parles à un adulte, comme tu vas parler peut-être à tes parents. C'est des discours totalement différents, des postures différentes. D'accord? Parce qu'il y a d'autres critères qui interviennent. Mais en fait, c'est comme ça dans tout. mm, Par contre, après, ça revient à, en fait, quelque chose qui est fondamental, c'est la fameuse question qui je suis. Parce qu'il y a des personnes qui pensent et qui rentrent dans un conflit, mais qui est vraiment personnel, où elles vont se dire, ouais, mais si je dois m'adapter, si je dois faire telle chose, telle chose, telle chose, c'est plus moi. c'est plus moi. Mm, Mais la notion du soi, elle est très vaste. Elle est très vaste. Moi, par exemple, je sais que là, tu peux me voir comme ça. Demain, tu peux me voir dans une conférence en costume cravate, comme tu peux me voir sur une plage en basket, en tongs et en short. C'est toujours moi. ouais, C'est juste dans des contextes différents, dans des cadres différents. Mais tant que je suis aligné avec qui je suis, c'est bon. Et je respecte aussi les codes de l'environnement dans lequel je suis, parce qu'il y a mm. aussi cette question de code. Les codes sont extrêmement importants. Ouais, ouais, c'est vrai que les codes sont importants. Et en fait, ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue Ouais, il y a plusieurs années. J'étais au début de ma carrière. ok. Et c'est vraiment le principe de s'adapter en fonction des personnes que tu as en face de toi. J'étais vendeur par téléphone. Je vendais des logiciels chez un éditeur de logiciels. Ok. Et j'étais dans un open space. Ouais. Donc on était plusieurs. Mhm. Et en plus de ça, j'étais en alternance. Donc vraiment au tout début de ma carrière. Ok. J'avais un manager à cette époque-là, avec qui je m'entendais très bien. Et il venait du même milieu social que moi. Si tu Excellent. veux. Et il m'a écouté parler à un moment donné. Je discutais avec un prospect ou un client.
Et il y a quelque chose qui lui a fait tilt, en fait, dans ma communication. J'ai dit quelque chose, je me rappelle plus trop ce que c'était, mais il m'a pris à part à la fin de la conversation Ouais. et il m'a dit, Nipson, tu peux pas dire ça. Tu peux pas parler comme ça. Il m'a dit, en fait, c'était un langage qui était trop familier, Ouais. un peu de la street, je pense. OK. Et il m'a dit, non, il faut que tu travailles ça. C'est pas possible. Tu peux pas converser de cette façon-là avec les personnes. Alors, c'est pas, toute la conversation n'était pas comme ça, mais c'est un mot Dans un contexte dans un qui contexte était pas le bon. qui n'était pas adapté, Ah quoi. ouais. Mais moi, j'ai une anecdote aussi comme ça, hein. Je partais postuler pour un poste, dans l'informatique c'était dans une boîte qui s'occupe, tu vois, quand tu appelles ta banque, il y a un enregistreur qui est là, qui Ouais, t'écoute, qui t'enregistre et tout. J'étais dans une boîte, en fait, qui s'occupait de ça pour des grosses banques. Et en fait, il y a eu plusieurs, je crois que c'était un jeudi, hein. C'était un jeudi, il y avait plusieurs candidats qui venaient. Le candidat qui est venu juste avant moi, il est venu en basket, survêtement, casquette, dans un entretien. Et il est venu avec le discours qui allait avec. ah D'accord? ouais. Donc, c'est pas pour entrer dans les clichés, Hmm. mais si là, on devait parler vite fait de persona, bah, en fait, c'est un peu ça. Ouais. Et du coup, il avait un discours, écoutez, moi, c'est simple, je cherche une alternance, un endroit où je me sens bien, d'accord? Mais il a vraiment eu cette posture-là, d'accord? Et moi, en parallèle, c'était totalement l'inverse. Du coup, je suis venu en costume cravate, je suis arrivé à l'heure, vouvoiement obligatoire, d'accord? Et Bien c'était sûr, vraiment dans un cadre professionnel. bien sûr. Donc T'as- automatiquement, quand c'est ça, tu fais la diff avec le candidat juste avant. Il y a des personnes qui oublient que le contexte dans lequel on est aussi est important. Tu sais, c'est comme on dit, il y a des personnes il y a des personnes qui pensent que toute vérité est bonne à dire. Hmm. Moi, j'aime penser que non. Toute vérité est pas bonne à dire, ça dépend du contexte, ça dépend de la situation. Et du moment. Ouais, exactement, du moment. Ouais. C'est là que tu arrives tout de suite à reconnaître les personnes qui font attention au moment dans lequel ils sont et qui ont quand même cette expérience de se dire, ben, il n'y a pas de moi, en fait, mais il n'y a pas de soi, tu vois, quand tu parlais de moi-je, mon être, entre guillemets, et que si je suis différent dans ce contexte-là, ben, c'est-à-dire que je me mens à moi-même, C'est toujours toi. mais au final, C'est toujours toi dans l'autre contexte. j'ai- Tu sais, il y a quelque chose, je pense enfin, que certains négligent beaucoup en tout cas, c'est en entreprise ce qu'on appelle la conduite du changement. En fait, c'est le fait de s'adapter en fonction des milieux que tu rencontres. Hmm, Ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai énormément développé au fur et à mesure que je grandissais. C'est que être en capacité de changer d'environnement, de s'adapter tout en restant soi. Ça, c'est un vrai skill. hmm, Il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de faire ça. Alors, il y a des personnes qui vont dire oui, mais du coup, ce genre de personnes, c'est des personnes authentiques. Pas forcément. C'est surtout aussi des personnes qui sont réfractaires au changement. Et ouais, le changement, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la seule constante de l'univers, hein. ouais, Tout change. Les générations changent, le corps change, l'entourage change, l'environnement change, tout change. ouais, c'est Et vrai. il faut qu'on soit en capacité aussi de changer tout en respectant en fait qui on est. Et Hmm. en étant en conscience de qui on est. Parce que ça fait partie du jeu en tout cas. Ouais, faut voir la chose comme un jeu limite. Ah, c'est Enfin, exactement ça. Vraiment, s'il y a quelque chose à comprendre, il faut prendre vraiment la vie comme un jeu et comprendre que suivant les environnements, les niveaux de jeu dans lesquels tu vas être, bah, en fait, ce sera des paramètres différents, un contexte différent, des personnes différentes, des situations différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque niveau de jeu, tu développes un nouveau skills. hmm, Et quand tu vois que, en fait, la vie, c'est que ça, tu te rends compte qu'il n'y a pas de conflit et que les conflits sont là pour te servir. ouais, ouais. Ça me fait penser à ce qu'on se disait tout à l'heure là, Mhm. que tu avais passé une semaine et tu as rencontré beaucoup de personnes et à la fin de ta semaine, tu Ah, avais une rage, enfin, la colère. tu étais énervé. Et que lorsque tu discutais avec des personnes, lorsque tu étais dans cet état-là, Mhm. ils n'arrivaient pas forcément à reconnaître que ça bouillonnait d'une certaine façon, Ouais. mais que ça n'avait rien à voir avec eux. Mais tu vois, toi, tu es un professionnel. Mhm. Mais il y a des personnes justement qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout les compétences que tu as et qui n'arrivent pas à reconnaître que par exemple une conversation avec ce type de personne-là peut tendre à un conflit. Ok. Comment tu peux faire pour reconnaître ça, en fait, qu'une conversation peut tendre à un conflit parce que la personne, elle, voilà, elle l'exprime pas forcément, c'est pas forcément de ta faute, mais tu vas peut-être dire quelque chose qui va laisser le champ ouvert à l'autre personne en face
et qui va peut-être s'énerver et générer un conflit avec toi alors que tu n'as peut-être pas forcément demandé ça. Mmh mh. En fait, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est le fait d'être dans une conversation et à un moment donné, le fait de se dire: «Ah, si je sors telle phrase, ça risque de tout faire exploser». En fait, la solution la plus simple quand c'est ça, c'est d'être clair sur son intention. Clarifier son intention dans la situation par rapport à l'autre. Ça évitera que le propos, en fait, qui va être déversé crée, une anarchie ou autre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que ça dégénère? C'est quand il y a une phrase qui est sortie que l'autre interprète mal. Quand l'autre interprète mal, c'est parce qu'il n'a pas conscience de l'intention que la personne a en face et c'est aussi par rapport à la phrase, comment elle est constituée, le propos. Parce que généralement, on a tous un niveau de langage plutôt OK, mais en fait, si je sors un mot, je te dis: «Je suis en colère», par exemple, toi, peut-être, tu vas pas comprendre ça. Non. Peut-être tu vas comprendre juste que ça bouillonne Mm, à l'intérieur de moi, excuse-moi. D'autres personnes vont penser que j'ai envie de taper des gens. mm, D'autres personnes vont penser que j'ai passé une mauvaise semaine. Mais en fait, on va tous avoir la même phrase, mais on aura tous une définition différente. Ça va nous ramener en fait à des références qui sont propres à nous. Donc en fait, le fait de clarifier l'intention dès le départ par rapport à une situation, ça permet de faire comprendre à la personne que, ok, là, tout ce que je vais dire, ce sera dans le but de faire mm, telle chose, de résoudre le problème. mm. Donc juste le fait d'aborder la chose en disant, écoute, moi, mon intention dans la situation, c'est qu'on trouve une solution et qu'on fasse en sorte à ce que cette situation nous emmène à quelque chose de meilleur pour les deux. Déjà, les warnings, ils sont OK. Mm. C'est OK. En fait, tout ce qui va être dit là, c'est dans le but d'améliorer la chose. Mais vu que généralement, on est dans des relations, on ne connaît pas les intentions des uns et des autres, bah, c'est ça qui crée des frictions. Ouais. Non, mais on a aussi parlé donc de communication, d'écoute active, Ouais, et il y a aussi la communication non verbale. ouais. Comment la communication non verbale influence-t-elle nos relations humaines finalement? C'est très simple. Là, on est en train de parler. Ouais. Imagine, je fais le podcast, je suis comme ça. Tu vois, tu es en train de me parler. Je suis comme ça. Vas-y, Nipson, je t'écoute, hein. Il n'y a pas meilleur exemple, hein. Très simple, tu vois, sans parler. C'est-à-dire C'est ça. qu'on est en train de parler. Mm. Je t'écoute, Nipson, hein. Ouais. En fait, ça rejoint l'écoute active avec le téléphone. Exactement, c'est la même chose. En fait, Ouais, notre corps parle beaucoup plus que ce qu'on dit, ouais. tu vois. Et en fait, à un moment donné, ce qui est important de comprendre, c'est que, étant donné que notre corps envoie des signaux, donc ne serait-ce que sur le plan neuroscientifique, il faut savoir que on a des neurones miroirs, d'accord? Et en fait, notre corps envoie plusieurs fréquences, plusieurs signaux. Et en fait, c'est comme ça qu'on interprète certaines choses. Une personne qui vient, qui dit qu'elle est en colère, qui à un moment donné est en train de taper contre un mur, et une autre personne qui te dit qu'elle est en colère, mais elle est assise, tu verras, pour toi, laquelle de ces 2 personnes est la plus en colère? Celle qui tape, hein. Celle qui est en train de taper sur le mur, d'accord? Mais en réalité, tu sais pas. Ouais. En vrai, on peut pas savoir parce qu'il y a des personnes qui sont très en colère, mais qui ne verbalisent pas ou Mm, qui ne montrent pas, d'accord? Donc ça veut dire que le niveau de colère peut être le même. La seule différence entre les 2, c'est qu'il y en a un qui n'arrive pas à la contenir et qui a besoin de l'extérioriser mm, et l'autre personne qui intériorise tout. ouais. Et Donc toi? c'est là où tu vois qu'en fait, le corps aussi parle, en dit long. Parce que oui, dans ce que tu vas communiquer, il y a la voix, le ton de la voix, Mm, ce que tu vas dire, ce que tu vas me montrer, mais tout ça là, c'est des informations en fait, c'est du feedback qu'on mm. reprend. Et en fait, c'est pour ça qu'à des moments, vous voyez, tu vois, par exemple, les enfants par exemple, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Des spécialistes. Non, mais de toute façon, c'est pas leur rôle d'écouter ce qu'on dit quand ils sont enfants. C'est pas leur rôle. Par contre, ils font ce qu'on fait. Ils font clairement ce qu'on fait et ils dupliquent en fait tous nos comportements. Mais c'est parce qu'en fait, la première forme d'apprentissage d'un humain, c'est le mimétisme. C'est même pas ce qu'on va lui dire, etc. C'est le mimétisme. Et en fait, dans nos comportements, la majorité de nos comportements aujourd'hui sont dupliqués par ce qu'on a connu autour de nous, Mm. qu'on le veuille ou pas. Et c'est là où tu vois qu'en fait, au-delà de la parole, il y a même nos comportements qui arrivent à influencer tout un environnement. C'est ça pour les enfants, c'est ça aussi dans l'éducation. On le voit, hein, il y a des professeurs qui n'ont aucun background et en fait, c'est des informations que l'on a nous-mêmes et que l'on transmet lorsqu'on communique avec quelqu'un. Mm. Donc ça veut dire quoi qu'il arrive, ces informations vont être transmises de façon directe et indirecte
à travers tout simplement ce qu'on va verbaliser et aussi ce qu'on va montrer à l'autre, très clairement. Donc en fait, le comportement, ça influence énormément. Énormément. Ouais. Tout à l'heure, tu as commencé à parler de Les neuro- neurosciences? neurosciences. Ouais, Je sais que tu es spécialisé aussi dans ce domaine. on se débrouille. Mais par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas la PNL, Mhm. la programmation neuro-linguistique, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, sans rentrer dans les détails, on va Ouais, faire très simple. En très simple. fait, la PNL, c'est programmation neuro-linguistique, comme tu l'as dit. C'est l'étude des comportements qui nous mène à l'atteinte d'un objectif. Je vais aller d'un point A à un point B. À travers la PNL, je vais être en capacité de comprendre ce qui se passe sur le plan de la pensée, ce qui se passe sur le plan des émotions et ce qui se passe aussi sur le plan du comportement. Lorsque j'agis sur un de ces trois facteurs, voire même sur les trois facteurs, je change le comportement, donc je peux atteindre un résultat qui m'est bénéfique, que j'ai envie d'atteindre, tout simplement. Donc après, dans la PNL, il y a ce qu'on appelle par exemple l'hypnose. En fait, c'est inspiré de tous ces domaines-là, là, qui sont à la fois la psychologie humaine, etc. Et en fait, ça nous permet tout simplement de changer, modifier notre comportement pour atteindre un résultat souhaité. Et l'hypnose, c'est pas le magicien qui a son. Non, l'hypnose. Alors, l'hypnose, c'est vrai que généralement, l'hypnose, c'est quelque chose qu'on voit à la télé, par exemple. Hmm, Après, il faut différencier l'hypnose de l'hypnose de spectacle. hmm. L'hypnose de spectacle, c'est ce que certains font à la télé. On prend un groupe de personnes, on va commencer à faire un tri, et après, on va faire un spectacle à partir de tout ça. Alors que dans l'hypnose, tu sais, par exemple, l'hypnose, en fait, c'est quelque chose qu'on rencontre partout. Et c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Une conversation, c'est de l'hypnose. Dans quel sens? L'hypnose conversationnelle. Ou alors, attends, je vais venir à quelque chose que tout le monde connaît. Quand, comme quoi les relations, c'est puissant. Un homme et une femme qui se rencontrent lors de leur premier date. Mhm. On va rester dans le cadre classique. C'est l'homme qui va Invité. inviter la femme. D'accord? Et il va commencer à la séduire. Les propos qu'il va entretenir là pendant ce moment-là, là. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il va séduire la femme de façon très simple. Bah déjà parce qu'il en a envie. Ok? Mais Et la femme qui est là, elle va être attentive à quoi? non, en fait, c'est un tout, si tu veux. Mais si on devait retenir trois choses, étant donné que c'est un tout, mais on reste sur trois choses. Bah, je dirais à savoir si c'est un gentleman ou pas. Ok, la présentation, Ouais. du coup, quoi d'autre? Si la façon dont il communique Sa communication, sa parole, et peut-être sa place dans la société. par exemple. Mais tu vois, il y a un truc que tu as dit qui est ultra pertinent et qui rassemble tout le monde, c'est la communication, la façon dont tu vas parler. Ouais. D'accord? Les propos, c'est quoi l'objectif du coup de l'homme? Tu vois, j'ai entamé sur le point d'après, mais du coup, c'est quoi l'objectif de l'homme? Dans ce premier Dans le date-là, contexte, dans le dans le contexte. contexte, bah, c'est déjà c'est de la revoir. Ok, Donc c'est de l'intéresser. l'intéresser. En fait, c'est Et conclure. c'est de conclure, oui. Conclure pour que la relation se fasse et qu'il puisse y avoir une union ou autre. Ouais, D'accord? Donc là, il a conditionné. La personne a conditionné sa parole, son vocabulaire, en fonction de la situation. On est d'accord? complètement. Super. Maintenant, une personne, un business développeur ou un vendeur. Il y a ce qu'on appelle les scripts de vente. Ouais. Il y a les phrases d'accroche. D'accord? Il y a le moment où tu négocies. D'accord? Le moment où tu écoutes. Et en fait, tu vois qu'il y a un conditionnement qui est là où tu dois suivre un ordre bien précis. Dès que le client arrive, comment est-ce que tu vas lui présenter ton produit? Comment est-ce que tu vas faire le lien avec son besoin? Comment est-ce qu'après tu vas lui vendre? Et Hmm. comment est-ce qu'il va faire que tu vas le permettre d'acheter, s'il en a envie, bien entendu, ce qui va faire que ça va conclure la vente. On est d'accord? Complètement. Ouais, En fait, à ouais. un moment donné, c'est toute ta communication qui a fait ça. Ouais, c'est vrai. Et il y avait un objectif à la base. Ouais. D'accord? C'est de conclure, c'est de gérer le closing. Ouais, exactement, le closing. Et tu te rends compte qu'en réalité, dans tout ça, c'est une question de communication. Maintenant, avant ça, pourquoi est-ce que je parle d'hypnose? Parce que je ne vais pas entrer dans la définition de l'hypnose comme on le voit un peu partout sur les réseaux, mais c'est vraiment comprendre que l'hypnose, en fait, à un moment donné, c'est notre capacité à influencer une personne à atteindre un résultat ou à aller vers un objectif que l'on a. Alors, bien entendu, il y a deux catégories. Soit c'est déjà dans le cadre
Et là, on est OK. C'est-à-dire que la personne te demande, oui, j'ai besoin d'aller à tel endroit, mais ma conscience n'a pas envie, ou alors il y a une part de moi qui n'a pas envie. Et là, tu fais de l'hypnose. Donc là, en fait, il y a un contexte, il y a un cadre, il y a un accord qui est fait entre toi et l'autre. Soit c'est autre chose. Et là, tu peux être dans ce qu'on appelle peut-être de la manipulation ou autre. Hmm. Enfin, le mot manipulation, c'est pas vraiment ça, mais on va dire de la manipulation noire, où là, en fait, tu emmènes la personne vers un terrain qu'elle-même ne connaît pas à son insu. Hmm. Mais tu vois que tout ça, tu le fais à travers ta parole, Ouais, à travers le verbe. Donc c'est là où tu vois qu'en fait, la parole, c'est encore plus c'est puissant que ce puissant. qu'on pense. Ouais. L'éducation. Comment l'éducation est transmise? Par la parole, par la communication. Par la communication. Aujourd'hui, tu peux reprogrammer quelqu'un juste avec le verbe. Par Hmm. exemple, il y avait un moment où j'accompagne les gens dans ce qu'on appelle la reprogrammation mentale. Donc l'idée, pour revenir à ce que c'est tout simplement reprogrammer le mental de certaines personnes. Quand on dit reprogrammer, ça veut dire arrêter des comportements en fait qui sont nuisibles pour eux, ça peut être des phobies ou autres, ou alors les conditionner, un peu comme de la préparation mentale. L'idée en fait c'est de les conditionner pour qu'ils puissent atteindre un objectif. Mais pour ça, je ne rentre pas dans leur tête avec des outils, je n'ouvre pas leur crâne, Pas de machine, hein. il n'y a pas de machine, il n'y a pas de, il y a pas de fouet ou autre Pas de- chose. pas d'éléments extérieurs. Rien du tout. C'est juste une conversation. Et l'idée, en fait, c'est d'accompagner la personne et pour voir, en fait, qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre ce résultat et faire en sorte à ce que, sur le plan de la psyché, on puisse décortiquer ça et lui redonner le plein pouvoir sur qui elle est, en fait. C'est puissant. Mais tout ça, tu vois, c'est à travers la parole. Ouais. Et ça, c'est de l'hypnose aussi. D'accord. C'est juste que beaucoup de personnes ont le schéma de l'hypnose où Ce qu'on voit à la télé. ce qu'on voit à la télé, on te fait faire ce que tu veux à ton Ouais. insu, etc. Mais ça, c'est de l'hypnose de spectacle. C'est une forme d'hypnose. Mais il faut comprendre que l'hypnose, elle est partout où il y a de l'influence. Et Ouais. partout où il y a de la relation. Ouais. Et l'hypnose, c'est pas bon ni mauvais, ça dépend comment est-ce que tu l'utilises, comme tout. Si tu l'utilises à bon escient ou si tu l'utilises pour manipuler des gens ou pas. De fou. Et dans les deux cas, tout le monde est responsable. Il y avait une personne célèbre qui disait qu'il n'y a pas de manipulateur, il y a que des personnes qui veulent être manipulées. Ouais. Parce que la personne qui a la compétence, elle est responsable, tout comme la personne qui fait face à ce genre de personnes. Sa Hmm. responsabilité, c'est de rester là où elle veut et de savoir où elle veut aller. Quand tu me dis tout ça, pourquoi tu t'es intéressé à la PNL au début? Qu'est-ce qui t'a intéressé à la PNL? Ce qui m'a intéressé à la PNL, c'est... en fait, c'est simple. J'ai fait un burn-out en 2013-2014. Je sortais de mon BTS, crise existentielle, j'ai envie de dire. Vraiment la question de pourquoi je suis là, dans quoi est-ce que je suis vraiment bon. Et tu sais, c'est cette étape-là où tu sens qu'il y a quelque chose qui est là, mais tu sais pas c'est quoi. C'est-à-dire que tu reçois des retours des personnes, ouais, je trouve que tu es excellent dans ça. Merci, grâce à toi, j'ai pu faire ça. J'étais pas encore dans le coaching à ce moment-là, hein, mais j'avais certaines activités où j'avais été DJ, photographe, danseur, et j'avais d'autres activités. En Et c'est pas, parallèle? En parallèle, ouais. Et c'est pas ça se passait du coup très bien. Mais il y a un moment donné où j'avais l'impression de perdre le goût. Parce que dès que j'arrivais à un certain niveau, je me disais, ouais, mais en fait, là, je me vois pas démarrer une carrière sur 5, 10 ans. J'arrivais pas à me projeter, en fait. Hmm. Et à un moment donné, en fait, sa question, elle ne faisait que de revenir, que de revenir, que de revenir. Et en fait, dans l'informatique, dans ce que je faisais en fait en informatique, en fait, j'avais la même sensation. Ça vibrait pas en fait à l'intérieur. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré une nouvelle activité qui était beaucoup plus en lien avec la vente. En fait, on était agent d'affaires. Et du coup, le burn-out arrive. Et à cette époque-là, il y avait un de mes mentors qui me disait qu'il allait partir à Londres pour un séminaire, et ainsi de suite. Et il a sorti la fameuse phrase que je déteste: «Tu vas dans ce séminaire, tu changes ta vie». Alors quand on me dit ça, On se dit, il y a des vendeurs de tapis vendeur ou... de cauchemars, Ouais. vendeur de rêves, tout ce que tu veux. Et en fait, ça m'a pas parlé. Et en fait, ce qui s'est passé, de manière très, très marrante, peut-être une semaine après, donc c'est la semaine où il y avait le séminaire, en fait, il y a une personne qui était dans les équipes dans lesquelles j'étais, qui décide de revendre son billet parce qu'il avait un problème familial qui faisait qu'il était obligé de rester en France. Et en fait, je vois ça sur mon téléphone, je vois ça dans le groupe, je vois, c'est intéressant, lui, il peut pas y aller au final. Ok. Et en fait, il revend sa place et en fait, il met un chiffre. C'était 1047 €, si je dis pas de bêtises. 1097 ou 1047 €. Et il faut savoir que quand je suis sorti de mon BTS, j'avais des économies. 1047 €. Ah ouais. Et en Ça- fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre le moment où on m'a parlé du séminaire et là, moi, en parallèle, je regardais qui c'était. Maintenant, je vois qu'il a coaché Kobe Bryant, André Agassi, Serena Williams. Je me suis dit, bon,
Des figures. Kenzo, faut que tu sois un peu quand même modeste. Si il y a des personnes comme ça qui vont le voir, c'est qu'il a quelque chose quand même à apporter. Et je suis quelqu'un de très ouvert, tu vois. Et quand je vois le tarif, je me dis, bon, tu sais, je suis très ouvert aussi spirituellement et tout. Je me dis, ça se trouve, ça se trouve, il n'y a pas d'hasard. C'est trop fort que le tarif là, ce soit le même que sur mon livret. Donc je me dis, bah, tu sais quoi, vas-y, je vais prendre la place. Je rachète la place, on verra. Je ne savais pas comment j'allais y aller. Je ne savais pas où est-ce que j'allais dormir. Je me suis dit, on verra après. Mais là, il y a une synchronicité qui est intéressante. On y va, on rigole. Et de toute façon, là, vu que là, je suis en plein burn-out, j'avais pas conscience que c'était un burn-out. Mais je me suis dit, mais dans la posture que j'ai, c'est important que je trouve quelque chose de nouveau. Parce que là où je suis, Tu devais t'en sortir. il n'y a pas de. C'est pas forcément que je devais m'en sortir, mais c'est que j'ai pas les réponses. Et en fait, Ah, c'est comme ce qu'il disait Einstein, la folie, c'est de faire tout le temps les mêmes choses. Et en fait, je rencontrais toujours les mêmes types de personnes, j'étais toujours au même endroit, il n'y avait rien de nouveau. À l'époque, j'allais à la Fnac pour voir si j'allais trouver des livres, peut-être qu'il allait parler de ça. Avant le développement personnel, il y avait rien qui s'appelait vie pratique. Et en fait, au rayon vie pratique, tu avais des livres où c'était pas des romans, c'était pas des manuels et tout, et tu pouvais trouver des livres comme ça. Et là-bas, je trouvais rien, donc du coup, c'est bon. Je décide d'aller au séminaire. J'arrive au séminaire et là, il y a une histoire. J'arrive sur place, ça va dans tous les sens. J'ai une collègue qui s'appelle Karine que je salue qui était là. Elle avait une chambre d'hôtel en face de la salle. Donc on a trouvé un deal pour que je puisse être aussi dans la chambre. C'est une chambre avec plusieurs lits, on est d'accord. Au cas où. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je participe au séminaire. Et en fait, en arrivant au séminaire, je me retrouve, mais tout devant. Je me retrouve tout devant. Mes collègues sont derrière. Et je suis là, je passe le séminaire. Et en fait, pendant 3 4 jours, Anthony Robbins en live. Et en gros, il envoie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Anthony Robbins, c'est un des plus grands coachs au monde actuellement. C'est la référence, en tout cas, en coaching sur le plan mondial. Il a coaché des présidents. Enfin, ça va dans tous les sens. Et du coup, bah, je me suis retrouvé avec lui, avec un échange avec lui. Et en fait, il faut savoir que dans ce séminaire, il t'apprend le conditionnement mental et il te montre que tu peux marcher sur du feu. Donc ça veut dire qu'il y a 5 6 mètres de braise avec du feu. Et en fait, conditionnement mental. Et je crois que c'est le troisième jour. Troisième jour, en fait, tu as le choix d'expérimenter ça et de marcher sur le feu. mais c'était concret. Enfin, Non, mais c'est du feu, c'est des braises. c'était. Donc il y a des braises, tu as des assistants qui sont sur les côtés, des facilitateurs, avec de la pommade au cas où si tu te brûles, de l'eau au cas où si à un moment donné, mais c'est réel. C'est pas du. Il y a des gens qui pensent que c'est faux. Pour te dire à quel point c'est pas faux, j'ai ma collègue, du coup, Karine, qui faisait aussi, elle le faisait pour la deuxième ou troisième fois. Il faut savoir que la fois où elle y était avec moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle y va. Et en fait, il y a un moment où elle a eu un doute. Elle est sortie de son conditionnement mental et elle s'est brûlée. Elle a une cloque. Mais c'est Mais OK. c'est laissé tenter quand même. Ouais. Et en fait, elle a une cloque. Et du coup, il y a des assistants qui sont là. Mais tu sais, c'est une cloque, c'est vite fait. On te met, je crois que c'est de la biafine, tu as une crème. Tu as des assistants qui sont là au cas où s'il y a des brûlures. Et en fait, moi, pour la petite anecdote, le jour où j'y vais, au début, je me dis, vas-y, je le fais parce que tout le monde y va. Et du coup, après, tu as un mantra, on t'apprend à ancrer un mouvement pour que ça t'emmène dans une dynamique de performance et tout. Et moi, je me dis, vas-y, let's go, allons-y, vivons l'événement pleinement. Donc, Et on y va et tout. Arrivé devant les braises, je me dis, là, je vais marcher devant des braises. Sur des braises, pardon. Je me suis dit, ah. Et en fait, tu vois, je commence à sortir de quelle mon idée. focus. Je me dis, ouais, mais en fait, c'est des braises. Et du coup, parce que j'avance, il faisait un peu frais ce jour-là, vu que c'était en fin de soirée, fin d'après-midi, début de soirée, le soleil était couché. Et du coup, je sens la chaleur des braises, parce qu'il faut savoir que tu as plusieurs, en fait, tu as plusieurs couloirs. Hmm. Vu qu'on est 5000, ils sont obligés d'avoir plusieurs couloirs, et après, tu as les facilitateurs qui te font passer et tout, mais t'es pas obligé. C'est que ceux qui se tentent, en fait, qui sont tentés. Moi, du coup, je me dis, vas-y, je le fais, arriver devant, doute. Je me dis, c'est chaud, hein. Bah oui, c'est chaud. Et je sens la chaleur des braises. Je me dis, ah. Et du coup, tu vois des endroits où il y a du feu et tout. Je me dis, ah, ok. Et en fait, Mais c'est réel, hein. non, mais c'est des vraies flammes. Je te dis, je sentais encore là. Je te dis, j'étais devant, je sentais, parce que tu as plusieurs couloirs, tu as plusieurs allées avec du feu et des braises. Et Ouais. en fait, tu sens la chaleur des flammes, en Hmm. fait, présentes ici et tout. Et à un moment donné, en fait, je me retourne, je vois un jeune. Il passe, il fait tout droit. Ça a shifté. Je me suis dit, non, Lui, il l'a fait. je commence à répéter mon ancrage et tout. Je me dis, j'y vais tout droit. Et là, c'est bon, j'y vais tout droit. Lui, il y est allé et moi, j'y vais pas. C'est mort. Je commence à marcher tout droit.
Et en fait, j'étais tellement concentré, j'étais tellement focus sur le fait va tout droit, va tout droit. En fait, j'ai marché d'une traite. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. Et vu que j'étais dans mon conditionnement, je continue à marcher, j'arrive au bout. Il me semble au bout, il y avait un parking. Et en fait, j'étais tellement concentré qu'en fait, j'ai même pas vu que c'est bon. Les braises étaient plus là. Moi, j'ai continué à marcher, je marche, je marche. Il y a un facilitateur qui est venu me rattraper parce qu'il voyait que j'allais tout droit, tout droit, tout droit, mais j'allais vraiment franco. Ah ouais, t'étais dans ton... Ouais, j'étais vraiment dedans. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, le focus, c'est extrêmement puissant. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as aucune. En fait, tu prends. La seule chose qui est importante, c'est ton objectif, c'est ton but. Et en fait, tout ce qui est extérieur à ça n'a plus aucune Importance. importance, aucune influence. Au point que même tu marches sur des braises, ça ne te fait rien du tout. Et on parle pas de marcher on parle pas de marcher vite, tu fais des sauts en longueur. Non, 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 tu marches. Et en fait, le fait d'avoir vécu ça, je me suis dit, ça veut dire que toutes les problématiques que j'ai, Hmm. je peux les résoudre. En Il plus... faut juste que je sois focalisé sur cet objectif et que je me débarrasse du superflu. Hmm. Et le fait d'avoir vécu ça, j'ai compris du coup pourquoi, par exemple, en Asie ou en Inde, enfin, l'Inde c'est en Asie, tu vas me dire, mais pourquoi en tout cas en Asie, par exemple, il y a des grands sages ou des maîtres en spiritualité ou en méditation qui sont en capacité de faire des choses extraordinaires avec leur corps, en fait. Hmm. Et là, le fait de l'avoir vécu, je me suis dit, mais attends, mais si tu arrives à marcher sur du feu, qu'est-ce qui peut t'empêcher De de, gérer tes... de gérer une tes... problématique ou autre? Ouais. Et du coup, je rentre en France, je suis à ce niveau-là. Hmm. Mon entourage est à ce niveau-là, bon, ce niveau-là, tu vois, et je me dis, purée. Et là, je sens que, énergétiquement parlant, je suis à bloc. Je me dis, là, mais là, faut concrétiser des choses. Donc, en fait, déjà, une fois que je suis sorti du séminaire, je suis allé en plein Oxford Street. J'ai dit, là, ma peur de parler en public ou à des inconnus, Terminé. terminé. Du coup, je suis allé, j'ai commencé à parler à tout le monde et je me suis dit, de tous les cas, les fois où ça marche pas, c'est qu'il y a du feedback. Je commence à parler à tout le monde. Et dis-toi qu'à l'époque, timide, introverti, je parlais pas aux étrangers. Hmm. Donc là, déjà, ma peur de parler aux autres, c'était OK. Je me rappelle encore des premières conversations que j'ai eues. La première, c'est que j'étais pas en capacité de dire ce que je voulais à la personne. Ça veut dire que je l'arrêtais et je me dis, purée, en fait, j'ai pas de message à lui délivrer. Donc ça veut dire que, OK, première chose que je dois avoir dès que je parle à quelqu'un, un message à délivrer. Je parle à une deuxième personne. La deuxième personne, je lui parle, je lui pose une question, mais je vois qu'il n'y a pas de contexte. Je me dis, ah ok. Du coup, il me faut un message, un contexte. Je vais voir pour la troisième personne. La troisième personne, je lui pose une question, il y a un contexte, il me répond. Je me dis, ah ok, maintenant ça marche. Quatrième personne, cinquième personne, etc. Et du coup, là, j'ai. En tout cas, ma peur de parler en public, elle est partie. Je reviens en France, je vois que c'est un peu challengeant pour trouver des ressources comme ça. Et en fait, je me suis re-renseigné sur Anthony Robbins. On m'a dit qu'il était maître en PNL, en tout cas enseignant en PNL. Je me suis dit, ben, on va apprendre la PNL de façon aussi simple. Du coup, Wow. j'apprends la PNL, je rencontre différents experts dans ce domaine-là. Je rentre dans un institut pour apprendre la PNL. Donc, c'est un des plus grands instituts en France, en tout cas, qui est en tout cas, à l'heure actuelle. Et du coup, ils m'apprennent la PNL. Je rencontre un mentor qui s'appelle Steve, aujourd'hui plus connu sous le nom de By Steve. Lui, du coup, il m'accompagne sur des sujets tels que la communication, le leadership. Et du coup, ça m'a donné, ça m'a rempli. Et je me suis dit, mais c'est ça que je cherchais depuis tout ce temps, en Depuis fait. longtemps. Du coup, je l'apprends. J'apprends aussi à d'autres personnes ce que j'apprends. Hmm. Et après, ben, l'histoire s'ensuit. Ah, L'histoire s'ensuit. Donc après, c'est la PNL, les neurosciences, l'analyse transactionnelle, la psychologie humaine. J'apprends à comprendre l'autre. J'apprends à communiquer efficacement. Et après, ça a des répercussions. Et automatiquement, dès que les gens voient que tu changes, hmm. et que eux-mêmes rencontrent des problématiques que tu as rencontrées, ils vont forcément te demander, ouais, mais du coup, comment est-ce que tu as fait? Et c'est Ouais. là où après, tu les aides, hein. Waouh. C'est très puissant et de par ton expérience, si je ne suis pas familier à la PNL, ben, ça donne clairement envie de débloquer cette case-là dans son mental. Ouais, je trouve que la PNS, c'est ultra pertinent. C'est des choses, en fait, qui t'aident dans la vie de tous les jours. Hmm. Après, il y a différents niveaux. Il y a les bases, après technicien PNL, master PNL, etc., etc. Mais c'est des choses, en fait, qu'on est censé tous apprendre. Alors après, la PNL, en réalité, hein, on l'apprend dans différents domaines, c'est juste que c'est des voies différentes. Hmm. D'accord? La PNL, tu en as dans les religions. Dans la religion, tu peux retrouver de la PNL. Dans les sciences actuelles, tu peux retrouver de la PNL. Dans l'éducation, dans certains milieux, tu peux retrouver de la PNL. Pour ceux qui font des cycles business et vente, tu retrouves de la PNL aussi. Hmm. Ouais, en fait, On retrouve ces bases-là, mais c'est vrai que ouais, moi, si j'avais un projet
que je mettrai en place là, ne serait-ce que pour les familles et pour les personnes vis-à-vis d'elles-mêmes, c'est clairement intégrer de la PNL dans les cycles d'apprentissage. C'est extrêmement important, Hmm. extrêmement important. Avant de reprendre l'épisode dans 10 secondes, je remercie les personnes qui me suivent déjà et bienvenue à ceux qui me découvrent. Si vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner. Ça me permettra de gagner en visibilité et surtout à inviter d'autres personnes intéressantes. Merci d'avance et retour à l'épisode. Ah non, mais très intéressant en tout cas la PNL. Et c'est pour ça aussi que tu as cette casquette où tu es coach mental. Il y a par exemple Léon Marchand. Il nous a tous fait rêver hein, cet été pendant les JO. Ah ouais, de fou. Et lui, il a parlé de son coach mental. Et il disait qu'avant, il était freiné par la peur de l'échec et la pression de devoir remporter des médailles. Ouais, Et que ça l'épuisait mentalement. Et en fait, avec l'aide de son coach, il a appris à se concentrer sur le plaisir de la compétition et à se détacher du résultat. J'aimerais savoir, toi, en tant que coach mental, ouais. parce que voilà, tu as fait ton intervention au TEDx, comment tu t'es préparé mentalement pour cette intervention-là? Et est-ce que tu peux me partager peut-être les émotions que tu as ressenties avant, pendant et Et après? après, ouais. Alors, le TEDx, c'est hyper intéressant que tu parles de cet événement-là, parce que faut savoir que pour le TEDx, c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai pas ressenti autant de frustration avant une présentation. J'ai l'habitude de faire des conférences ou de présenter certaines choses, de faire des formations devant un public que je ne connais pas. Ça, c'est hyper OK. Mais là, en fait, pour le TEDx, c'était vraiment particulier. J'ai ressenti là, tu as parlé d'émotions, je suis passé par différentes émotions. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour le TEDx, tu as des personnes, en fait, qui sont très fortes pour se préparer, pour structurer. Elles ont besoin de faire en fait, elles ont besoin de préparer que tout soit carré. Comme ça, le jour où c'est prêt, bah, en fait, elles le font. Et en fait, elles suivent tout simplement la trame qu'elles ont préparée depuis tout ce temps. Moi, j'ai un profil un peu différent. Ça veut dire que moi, je suis beaucoup sur l'instant T, où il y a, c'est ce qu'on appelle l'énergie du vivant. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir une structure, mais moi, j'ai besoin que ce soit vivant. Donc, je vais faire en fait en fonction des paramètres que je vais avoir à l'instant T. Ça veut dire que le TEDx, en réalité, j'ai pas vraiment réussi à le préparer à l'avance. Parce que pour moi, quand c'est trop préparé, et ça, c'est propre à moi, quand c'est trop préparé, ça perd de son goût et ça risque d'être trop lisse. Tu Pas vois? d'effet de surprise. Deux, Pas d'effet surprise. c'est pas forcément pas d'effet surprise, c'est qu'à un moment donné, en fait, il n'y a pas l'âme de la personne dans ce qu'elle Hmm. délivre. Tu vois? Et moi, pour moi, c'est vraiment important d'être connecté à l'énergie du moment présent et d'être connecté avec ceux avec qui j'interagis. C'est pour ça que dans le TEDx, en fait, du coup, j'ai fait intervenir des gens et on était vraiment dans un échange. Mais ça, tu vois, ça, tu peux pas le préparer. Comme tu peux pas préparer les réactions des autres. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais au départ, mais en fait, c'est quelque chose que je fais de moins en moins parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit hyper interactif, il faut que ce soit vivant. Quand c'est plat, c'est que la personne, elle est dans son discours et il se passe plus rien. Donc pour revenir à ta question par rapport au TEDx, préparation, déjà, préparation au top, dans le sens où, l'équipe TEDx était vraiment présente. Ils étaient là. Ils avaient pas mal de recommandations à faire. En fait, ils ont suivi, la majorité des speakers qui étaient là, si ce n'est pas tous. Moi, après, j'avais une posture différente, dans le sens où moi, là-bas, je vais faire uniquement une animation. C'est-à-dire que moi, je devais juste ouvrir le TEDx et proposer une animation très simple. Oui, parce que c'est toi qui as démarré, hein. C'est moi qui ai ouvert le bal, si tu veux. Et du coup, ce qui s'est passé après, c'est quand ils ont vu que j'avais une certaine aisance orale et que j'avais déjà eu l'occasion de donner des conférences devant une centaine de personnes, etc., ils se sont dit, bon, au final, lui, il est déjà à l'aise, mais du coup, il a quand même la posture de la personne qui vient introduire le TEDx. Et ensuite, au fur et à mesure, bah, en fait, je suis passé speaker TEDx de façon très naturelle. Alors peut-être, je pense que l'équipe TEDx a jugé que c'était beaucoup plus pertinent que je propose une activité simple et qu'en même temps, je délivre un message. Donc c'est pour ça que ma posture déjà de base dans TEDx, elle était assez... J'étais un peu dans un entre-deux. J'ai envie de te dire, c'est souvent ça. Vu que je suis médiateur, souvent dans l'entre-deux. Et du coup, bah, 2 jours avant le TEDx, très compliqué. Je savais ce que je voulais faire, j'avais déjà l'idée en tête, mais l'idée en fait n'avait pas germé dans le sens où je me disais: «Mais comment ça va être le jour même?» parce qu'il y a la disposition de la salle, il faut que je fasse interagir les gens, faut que ça passe aussi au niveau des caméras et il y avait tout ça et il y avait eu des répétitions.
Donc du coup, au niveau des répétitions, c'était très compliqué. Ah oui? Bah, parce que t'as pas tout le monde, tu vois. Tu vois le nombre de personnes qu'il y avait Ouais. ce jour-là? Faut savoir que dans la répétition, il y a que les speakers qui sont là et l'équipe TEDx. Donc Mmh. on est une dizaine. Et du coup, être vraiment dans l'énergie du jour J, bah, en fait, l'énergie du jour J, elle est pas là. Mmh. Donc déjà là, c'était un peu compliqué. Je me rappelle la veille, on faisait des tests, donc tout le monde passe avec son discours, ses slides et tout. Moi, je passe, je me dis: «Eh, c'est compliqué en fait. Là, c'est une activité et c'est pas les mêmes niveaux d'interaction, c'est pas le même type de personne» et du coup, c'est moi, j'aime vraiment les choses à l'instant T. Du coup, je rentre chez moi le jour même, la slide est déjà prête parce que tout est déjà préparé, en amont et en fait, le jour même, trac de fou parce que je me dis: «Mais comment ça va vraiment se passer en vrai?» parce que j'étais pas dans les conditions pour le faire. Et petit tips pour les personnes qui sont très perfectionnistes et qui, à un moment donné, peuvent avoir un certain trac avant de faire quelque chose. Il y a une stratégie, moi, que j'appelle, enfin, qui vient d'un de mes mentors, qui est la stratégie, en fait, c'est stratégie crush down. Ça veut dire que tu y vas, Crush? crush down. En Crush fait, down, OK. ouais, en gros, tu foires. Stratégie, je foire tout. Ça veut dire que tu y vas, étant donné que tu as peur de tout foirer, bah, libère cette peur-là, foire tout, déjà dans un premier temps. Donc ça veut dire que tu y vas et tu te trompes totalement. Tu fais toutes les erreurs que tu avais peur de faire. Mmh. Chose que j'ai faite la veille, donc en fait, ça passait pas du tout. Je me suis dit: «Purée, ils ont pas tous compris. En plus, ils se demandent ce que je dois dire» et cetera. Toutes les peurs, je les expose au moment de l'entraînement. Comme La ça, le veille? jour où je passe ouais, la veille. Comme ça, le jour où je passe, les erreurs, je les ai faites. Donc déjà, je suis à l'aise. Je connais les erreurs, je sais ce que ça va donner. Le jour même, du coup, j'ai les slides, j'ai tout ce qu'il faut et 1 heure avant le TEDx, donc j'arrive, je m'enferme dans une salle et là, en fait, je me dis: «Eh, c'est chaud». Pourquoi? J'ai des collaborateurs qui sont venus me voir. Il y a des personnes qui sont présentes, qui connaissent, mon grand-père, qui connaissent de la famille et tout et je me dis: «En fait, il y a des personnes qui vont être là, qui me connaissent vraiment, mais qui me Mmh. connaissent intimement». Ah et du coup là, la dernière fois que j'ai ressenti ça, je crois que c'était pendant les épreuves du bac. Ça a remonté et je dis: «Mais là, je ressens les mêmes émotions que pendant le bac». Stress, je ne sais pas ce que ça va donner. On parle de TEDx, c'est-à-dire TEDx, c'est pas n'importe qui fait un TEDx. Il y a une attente quand même. Aussi les speakers qui étaient là, et c'était des très, très bons speakers. D'ailleurs, je les salue, ils ont été excellents. Mmh. Et du coup, tu vois, il y a toute une pression et en plus, je passe le premier. Et en fait, quand tu passes le premier, c'est simple. Soit tu te foires totalement et là, on va se dire: «C'est pas grave, c'était le premier, on t'oublie». Clairement, on t'oublie. Soit il y a une bonne énergie et on se dit: «Purée, le premier là, ouais, il a imposé le ton et c'est cool». Et en fait, c'est pour ça que le premier en vrai, quand tu passes, c'est quitte ou double. Du coup, 1 heure avant, je m'enferme et là, en fait, toutes les émotions, elles remontent. Le stress du bac, le stress de je ne sais pas quoi et en fait, il y a plein d'émotions qui arrivent et je me dis: «Eh là, j'ai l'impression de ne plus rien contrôler». Comment tu comment arrives à gérer ça, Quand justement? c'est ça, déjà faire le vide et ensuite après, j'avais le script que j'avais préparé et moi, j'ai du mal à, en tout cas, là, actuellement, c'est encore un exercice vraiment de faire du par cœur. Ça ne marche pas avec moi, là, actuellement. Mmh. Je sais que je peux le faire dans certains cadres, mais pour un cadre comme celui-là où il y a une interaction, le par cœur, je ne le fais pas parce qu'il y a l'interaction du public et pour que ce soit vivant, j'ai aussi besoin de faire avec le feedback de l'autre. Donc du coup, je me rends compte que le par cœur, ça ne marche pas et j'arrive à un moment où on m'envoie un message, on me dit: «Dans 20 minutes, c'est à toi». Là, j'oublie tout. Ouais et là, c'est excellent. Du coup, je pose mon téléphone, je me dis: «Bon, là, il faut que ce soit quand même mémorable». Je le filme et je me dis: «Eh là, je passe un TEDx dans 20 minutes. Et je sais absolument pas comment je vais m'y prendre, parce que là, en fait, l'émotion, elle est là, et du coup, ça fait que j'oublie tout. Et je me dis: «Tu sais quoi? Hier, j'ai fait des erreurs, donc déjà, je sais déjà la majorité des erreurs que j'ai faites et là, en fait, c'est juste je kiffe, en fait. Juste, j'y vais, je kiffe. Il est probable que j'oublie certaines choses, mais c'est important que je me rappelle de l'essentiel» et du coup, je me rappelle juste de ce qui est essentiel, c'est de rappeler l'impact de la communication dans nos relations, le petit exercice que j'ai fait en groupe et dans un troisième temps, bah, c'est rappeler 3 points qui vont être importants pour le public et à partir de là, c'est hyper OK. Mais c'est important juste que moi aussi je prenne du plaisir. Mmh. Et du coup, j'y vais comme ça. Donc du coup, le script que j'avais commencé, je l'ai laissé et c'est un nouveau script qui est venu et qui répondait à ce qui se passait, à l'instant T. Et du coup, après, je suis arrivé. Au début, un peu d'émotion et après j'y vais, on fait le TEDx, j'anime l'ouverture.
les gens sont contents, les gens ont apprécié, il y en a certains même qui ont ri, donc c'est excellent. Le TEDx se finit, je sors, OK, ça c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire et là, c'est bon, en fait. Ouais, t'étais libre, mais en plus de ça, ça s'est bien passé. Ouais. Je l'ai regardé cet épisode-là, ton Mmh. intervention, parce que j'étais arrivé un peu en retard. Ouais, Mais déjà, je me souviens au moment du cocktail, là, à la fin, là où on pouvait networker, bah, les gens, ils disaient, ah, il faut que tu regardes son intervention, ouais, il faut que tu regardes l'intervention de Kenzo. Donc, ça veut dire que ça les a quand même marqués. Et après avoir regardé ton intervention, j'ai compris que tu as fait du bon travail, ça a vraiment que été tu as bon. donné du plaisir au public. C'était un contexte un peu différent forcément des autres, Clairement, parce que tu avais besoin d'eux clairement. et tu pouvais pas non plus anticiper la réaction de chacun. Donc tu as ça aussi, tu as les éléments de l'imprévu à gérer. Exactement, ouais. Mais au final, le message est bien passé et on a très clairement compris ce que tu voulais exprimer dans Ouais, cette intervention. C'est pour ça que je mettrai le lien de SteadX yes. pour que les personnes puissent avoir le même ressenti que j'ai là Ouais. aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Surtout que le TEDx, tu vois, c'est intéressant parce que le TEDx, en fait, c'est un format bien particulier. Tu peux pas faire ce que tu veux dans un TEDx. Mm. Donc déjà, tu rentres dans un cadre où il y a certaines conditions et c'est vraiment un exercice. C'est un très bel exercice. J'ai adoré le faire personnellement. Et oui, là, même en revoyant, je me dis, ouais, c'est stylé en fait. Ouais, c'est très stylé. Extrêmement stylé Franchement, que c'est un félicitations TEDx. pour ça. Merci. Tu es aussi fondateur de l'académie Callahan, Ouais. un programme sur 2 ans qui propose des formations autour de la gestion des émotions et des compétences relationnelles, de la communication et du leadership. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer en fait cette académie et est-ce qu'il y a une signification particulière derrière le nom Callahan? Callahan. Ouais, 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 ouais. En fait, Callahan, c'est toute une expérience. Hmm, Bah, commencer tout simplement par le début. Un peu comme tout le monde, période Covid, il y a des remises en question qui se font. Et en fait, on se rend compte à un moment donné que pendant le Covid, on est limité dans nos choix, on est limité dans ce qu'on peut faire. Et ce qui s'est passé en fait de façon très naturelle, les réseaux sociaux. Et en fait, j'étais invité par. Alors moi là-bas, je suis pas réseaux sociaux. C'est venu après, à travers le Covid. Je connais le digital, donc je sais comment ça fonctionne, mais je n'étais pas vraiment trop réseaux sociaux Instagram. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, en fait, il y a une amie qui s'appelle Stéphie, que je salue d'ailleurs, qui a un média qui s'appelle Black Connection. Et en fait, elle avait entendu parler de mon profil, de mon histoire. Et elle s'est dit, bon, étant donné qu'elle faisait des lives avec certains professionnels, elle s'est dit, bon, je vais l'inviter lui, parce que son parcours me parle et on va prendre le temps d'échanger. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On s'appelle, on fait un point. Elle me dit, bah purée, tu sais quoi? Je veux que tu racontes ton histoire lors du live que je vais programmer à telle date. Et du coup, on fait le live. Et en faisant ce live-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon histoire a parlé à beaucoup de personnes et à des problématiques que beaucoup rencontraient. Donc en fait, quand on a vu ça, moi j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que mon parcours parle et je ne savais pas que ça parlait autant. Donc en fait, de façon très intuitive, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à proposer des ateliers en ligne, tout simplement. Juste avant le Covid, j'étais dans une organisation où j'étais porte-parole, où on animait du coup aussi des conférences. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que mes compétences, tout le monde ne les avait pas. Alors qu'à la base, j'étais persuadé que tout le monde savait faire ce que je faisais de façon bête et méchante. Et en fait, non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu de plus en plus de demandes. Pendant 2, 3 ans, j'ai donné des ateliers en ligne à travers des associations et autres. Et en fait, en donnant ces ateliers-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin et qu'il y avait quelque chose aussi de fondamental qui était là. C'était déjà de un, que le sujet de la santé mentale, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet des fois qu'on aborde de façon maladroite parce que on travaille la problématique, c'est une chose, mais il y a la question fondamentale, comment est-ce qu'on fait pour préserver une santé mentale correcte, qui était là. Généralement, on parle de la santé mentale quand il faut régler un problème, mais on peut aussi éviter les problèmes. Ça veut dire, posons-nous la question, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte à ce que les gens aillent bien mentalement? Une des premières questions, c'est, OK, ce qui fait que les personnes ne vont pas bien mentalement, c'est déjà qu'elles ne comprennent pas leur environnement et elles ne se comprennent pas elles-mêmes. Donc c'est des alors là, c'était pas des ateliers que je donnais, c'était des lives que je donnais où j'apportais, que du savoir, des choses que j'ai apprises. OK, sachez que votre cerveau, il fonctionne comme ça. Vous devez apprendre pour apprendre mieux, pour mieux mémoriser les choses, il faut apprendre simplement comme ça parce que votre cerveau répond à telle condition et cetera et cetera. Ça a commencé à apprendre. Je crois en 3 4 ans, on est passé de 200 à
200 abonnés à peut-être 3000, 4000 personnes. Ah Donc oui. ça a monté très vite. C'était à l'époque où il y avait beaucoup de live. Hmm. En fait, mon discours parlait à pas mal de personnes. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai aidé des personnes à régler des problématiques très importantes comme des relations de couple au bord du divorce, des crises existentielles, burn-out, tentatives de suicide, des situations avec des pervers narcissiques, des choses plus personnelles comme les problématiques liées à l'apprentissage, les questions de raison d'être, mission de vie, orientation professionnelle, des problématiques liées à des relations professionnelles, des problématiques liées à l'organisation, la gestion du temps. Et en fait, tout ça, c'est des problématiques que moi j'ai rencontrées ou que j'ai rencontrées chez des personnes des proches à moi. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai apporté ces solutions aux gens. Il y a des personnes qui avaient ces problématiques depuis plus de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et étant donné que ça marchait, en fait, je me suis dit, OK, vu qu'il y a une demande qui est là, qui fait que ça commence à être récurrent, pourquoi pas ouvrir une académie? Donc, en fait, l'idée de l'académie, je l'avais eue en 2013, si je dis pas de bêtises. Non, 2023, 2024, j'avais eu l'idée de l'académie. Et le nom, en fait, m'est venu bien avant. C'était en 2020. Je me suis dit, purée, c'est stylé Calade quand même comme nom. Et je ne savais pas pourquoi. Et j'étais dans cette démarche de travail sur soi, croissance personnelle, etc. Et en fait, moi, j'avais deux noms. C'était Live Gamer et Callahan. Live Gamer, j'en ai fait un podcast qu'après j'ai arrêté. Et je me suis dit, purée, si un jour j'ouvre un truc ou un produit ou un service, je vais l'appeler Callahan parce que je trouve ce nom trop stylé. Hmm. Et je sais pas pourquoi, tu sais, tu as des mots comme ça qui te parlent, Qui te parle, ouais. ça résonne. Ouais. Et ensuite arrive le moment où je me dis, c'est quoi? C'était bah, c'est cet été, hein. En fait, je me suis dit, tu sais quoi? Au lieu de dire je vais ouvrir une académie un jour, j'avais fait plein de plans. Encore dans mes carnets de notes, j'ai ça. Où je me dis, ouais, une académie où il y a ça, où il y a ça, on peut apprendre ça. Et je me disais, dans les académies que je connais, c'est très bien ce qu'ils font. Par contre, ils sont cités, en fait, ils sont spécialisés dans un domaine ou dans un niveau. Et moi, ce que j'apprends aux personnes à travers l'académie, c'est qu'en réalité, sur le plan, par exemple, du développement personnel, qui fonctionne vraiment, pas le développement personnel 2.0, où c'est du mâcher-remâcher, en fait, dans le développement d'un humain, et c'est ce que j'ai appris aussi, c'est que tu as le développement intrinsèque, c'est tout ce qui est de l'ordre du soi, d'accord, mais plus sur un plan, on va dire, psycho-spirituel, Hmm. d'accord. Tu peux travailler ça à travers la science, la philosophie, la psychologie, tu peux travailler ça à travers la religion, tu peux travailler ça à travers une spiritualité ou autre. Mais c'est OK, les lois, les principes, les fondations, pour comprendre déjà l'environnement dans lequel je suis, comment il fonctionne et comment est-ce que les choses font, d'accord? Comment les choses se créent en réalité, d'accord? En gros, c'est des dynamiques. On peut même parler de physique quantique. Deuxième niveau, c'est la maîtrise de soi. J'apprends à me maîtriser, j'apprends à voir ce qui se passe chez moi quand ça va pas. Comment est-ce que je fais pour établir un équilibre? Comment est-ce que je fais aussi pour être en paix? Hmm. Parce que ça, c'est quelque chose que les personnes avaient du mal à... Enfin, c'est un exercice aujourd'hui, être en paix. Tu sais, quand on pose la question aux personnes, OK, comment est-ce que tu fais pour être en paix? On n'aura pas tous... Normalement, tu sais, c'est censé être simple. C'est Ouais. comme une recette de cuisine. Ouais. Pour être en paix, il suffit de faire ça. Ouais, Mais on l'a pas, cette ouais, recette. ouais. En fait, ça me fait penser à ce que je dis avec mon meilleur pote. Ouais. On dit souvent, moi je veux la paix. On est souvent dans des discussions, dans des Ça, c'est un discours discussions. très masculin, tu vois. Ouais, Nous, ouais. on veut la paix. Et tu vois que Et qui a la formule pour être en paix? Alors que la formule, elle existe. Il y a plusieurs formules qui existent, mais en vrai, est-ce qu'on a la formule pour être en paix? moi je l'ai, mais c'est d'un point de vue très spirituel. OK. Mais est-ce que du coup, tu l'avais dès que tu as commencé à grandir ou est-ce que tu l'as apprise plus tard? Je l'ai apprise plus tard. Ouais. Alors que tu vois, la paix, c'est censé être une base pour chacun. Ouais. Est-ce qu'on nous a appris à utiliser notre cerveau? Non. Moi, j'ai eu beaucoup de problématiques, par exemple, à l'école. Ouais. Mémorise, prends des notes, etc. Mais ça, en fait, on ne nous apprend pas. Prends des notes. Mais du coup, comment je prends des notes? Qu'est-ce que je mets? Quand note, est-ce que je rédige tout? Est-ce que je rédige pas tout? J'ai des problématiques liées à la lecture aussi. Ok, quand on nous apprend à lire, non, c'est juste, on t'apprend les syllabes. Maintenant, lis. Et en fait, on se rend compte qu'à travers la lecture rapide, le mind mapping, toutes ces méthodes-là qui existent depuis des années, des lustres, des siècles, en fait, on peut s'améliorer et être Mm, beaucoup plus pertinent et performant dans ce mm, qu'on est en train de faire. Donc, en fait, donc je reviens. Premier niveau, le développement intrinsèque. Deuxième niveau, le développement personnel. Troisième niveau, le développement relationnel. Là, on va apprendre à créer des relations personnelles et professionnelles. mm. Parce qu'on l'a tous vu aujourd'hui, quand tu vas voir, il y a une dynamique là où les personnes sont beaucoup axées sur l'entrepreneuriat. Mais tu vas te rendre compte qu'il y en a beaucoup.
ils vont pas dans l'entrepreneuriat pour proposer quelque chose au monde. Ils vont dans l'entrepreneuriat parce qu'ils n'en peuvent plus des relations qu'elles ont connues dans le milieu salarié. Hmm. Ouais. Alors qu'en réalité, quand tu es entrepreneur, c'est pas parce que tu n'en peux plus de travailler dans une entreprise. Ça se trouve, la problématique que tu as, c'est que tu ne colles pas avec l'entreprise en question. Ou que les relations que tu entretiens au travail ne te nourrissent pas non plus. Donc en réalité, le problème, c'est pas le salariat. Le problème, c'est ta façon à gérer des relations. Hmm. Et aussi à t'harmoniser avec l'autre. Peut-être que c'est ça le problème. Hmm. Donc l'académie, en fait, on arrive sur le troisième niveau où c'est la communication pour développer de meilleures relations personnelles, professionnelles. Hmm. Le quatrième point, le quatrième niveau, en fait, là, c'est vraiment le leadership. Le leadership, là, l'idée, c'est d'apprendre déjà à se diriger soi-même, parce que le leadership, c'est pas juste diriger les autres. Hmm. C'est se diriger soi. C'est se diriger soi-même. Et ensuite, aider les autres personnes à en faire de même, tu vois. Hmm. Mais de façon très simple. Donc là, on va aborder des thématiques liées au leadership, à l'influence sociale, comment prendre sa place dans un groupe, comment s'organiser aussi dans un groupe, parce qu'on peut être le meilleur dans son domaine d'activité, ça ne veut pas dire qu'on sera le meilleur dans un groupe, Hmm. ça ne veut pas dire qu'on sera une plus-value dans le groupe, ce qu'il faut aussi s'harmoniser en fait avec le groupe qu'on Hmm. rencontre. Et puis, dès qu'on a abordé ces quatre piliers-là, là, on est dans une forme de, ouais, là, c'est OK. On se sent bien, on est en paix, on sait pourquoi est-ce qu'on va pas bien, parce qu'on est en capacité de comprendre ce qui se passe chez nous. À travers l'académie, j'apprends aussi aux personnes à développer des techniques de coaching qui peuvent exercer sur eux. L'idée, c'est vraiment de rendre les personnes autonomes Hmm. pour qu'elles puissent être des plus-values dans les domaines d'activité dans lesquels ils sont. Hmm. Parce que je reste persuadé que si on emmène les personnes à prendre leur place, là où ça fait vraiment écho chez elles, et là où en fait, elles se sentent appelées, tout simplement, et où elles ont une réponse à apporter au monde, en fait, la société, elle peut que bien se passer. Ouais. Et c'est pas une question d'entrepreneuriat, salariat ou autre, non, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un sujet qu'on va aborder là dans les prochains mois, c'est la question de la raison d'être. Hmm. C'est quoi qui vibre à l'intérieur de toi qui fait que tu es bon dans tel sujet et pas dans un autre. Hmm. Et quand tu sais ça, tu n'es même plus dans les histoires de comparaison. Tu sais que toi, tu t'affirmes, tu sais que tu es bon dans tel truc, et ce truc-là, c'est ce qui fait que tu seras meilleur dans tous les domaines ou Hmm. tous les milieux que tu vas rencontrer. Hmm. Et c'est ça qui est bon, avoir des personnes qui sont animées, mais depuis ce qu'elles désirent vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, tu vois. Hmm. Et créer des cadres, des contextes, des endroits où les personnes ont cette capacité de s'exprimer. Parce que, tu vois, moi, de par mon histoire, clairement, c'était compliqué. Hmm. Et aujourd'hui, on a des personnes qui ne vont pas bien parce qu'elles n'ont pas d'endroit, elles n'ont pas d'environnement où elles peuvent libérer leurs paroles Ouais. et ensuite faire ce fameux travail-là. Parce que la communication permet de faire un certain travail aussi sur soi. Et c'est Complètement. extrêmement important. Et à travers Calan, en fait, c'est ce qu'on permet, en tout cas, c'est ce qu'on propose. Là, on a une première promotion qui est lancée avec 25 élèves. On va réouvrir une rentrée l'année prochaine, si tout se passe bien. En tout cas, tout va bien se passer. Hmm. Du coup, c'est une académie qui est en ligne. On a des personnes qui sont aux États-Unis, qui sont en Amérique du Nord, qui sont dans les Antilles, qui sont en France, qui sont en Allemagne, en Suisse, un peu partout sur le globe. On a des personnes aussi qui sont en Afrique. Hmm. Et puis tous ceux qui veulent se sentir bien, ils sont les bienvenus. Et pour revenir à ce que tu disais, Hmm. en fait, derrière Kalan, il y a différentes significations. Il y a plusieurs significations. Pour la petite histoire, étant donné que Kalan, ça revenait plusieurs fois, Hmm. parce que je voyais pas d'autres mots. Et je me suis dit, ouais, je peux pas mettre un mot qui est juste, tu sais, c'est quelque chose de mental et ça résonne pas. Hmm. Du coup, j'ai fait appel à une personne qui est expérimentée en sémantique et une autre personne qui est expérimentée tout ce qui est alchimie. Hmm. Et en fait, je leur ai envoyé tout simplement le mot. Je leur ai dit, bon, je les ai contactés. Ok, là, j'ai un mot qui est là, mais je sais absolument pas ce que ça veut dire. Je suis allé sur Internet, ça ne fonctionne pas. J'ai fait des recherches, j'ai quelques bases. Donc, je voyais déjà dans quoi est-ce que ça se situait. Pour ce que je peux te dire jusqu'à maintenant, parce qu'il y a il y a différentes significations, mais une des significations, c'est se réunir et réussir ensemble. Une autre des significations, c'est la médiation. Hmm. En langue ancienne, ça veut dire médiation, ça veut dire le guide, Hmm. ça veut dire la voix aussi qui porte le collectif. Hmm. Et après, il y a d'autres significations, mais là, je laisse ça pour les gens qui sont dans l'académie, qui comprendront dans le troisième et quatrième niveau. Très intéressant. Je te souhaite beaucoup de succès en tout cas dans ce projet et je pense qu'il va intéresser beaucoup de personnes. Ça donne envie, tu l'as bien pitché. Ah bon? Ah là, je suis Ouais. allé un peu en désordre, mais ouais, dans Non, non, Calan, il y a plusieurs choses. Franchement, en fait, c'est l'université que j'aurais aimé connaître. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En Je fait, peux, c'est ce que j'allais dire. ouais. Ça ressemble à l'école, à l'université où on aurait aimé souhaiter se découvrir.
Ouais, et clair. découvrir ce pourquoi on est fait dans ce monde, en fait. Exactement. Et tu sais, tu as toujours cette partie où, vu que c'est sur 2 ans, tu as la partie connaissance de soi, où tu sais uniquement toi, avant même d'aller voir les autres et tout, vraiment toi. Et après, tu as la deuxième partie où c'est vraiment du relationnel. Hmm. Et en fait, Callahan, c'est ça, c'est une académie qui te donne les outils, en tout cas, pour travailler sur le plan personnel Hmm. et sur le plan relationnel. Parce que le personnel, c'est bien, mais faut-il déjà comprendre qu'est-ce qu'on développe? Parce que dans le développement personnel, il y a une notion que certaines personnes oublient vite. Quand on parle de développement personnel, qu'est-ce qu'on développe? Qu'est-ce qu'on développe en réalité? Ben, soi-même. Enfin, on développe des émotions où on découvre des émotions. Ouais, mais tu vois, dans le développement personnel, il y a le mot personne. Ouais. Mais c'est quelle personne que tu développes? Est-ce que c'est un masque que tu développes, une idée que tu as de toi, Hmm. ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est de l'ordre du soi, et là qui ne se fait pas en 2, 3 semaines, Ouais. qui requiert beaucoup de silence, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur soi, mais sur le plan, ok, être capable de travailler en silence et de comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi, revenir sur l'histoire de la famille, revenir sur ton histoire à toi aussi, Hmm. revenir sur ce qui était à l'origine et le fait de comprendre tout ça, là, pour moi, tu es dans du vrai développement personnel. Ouais. Et on rentre dans une forme de croissance personnelle où, vu que tu es conscient de ce qui se joue, là, on n'est pas dans le travail de 80% de la population. Tu es Hmm. vraiment dans quelque chose de très, très, très profond. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment important de remettre ça, parce que tu vois, tout le monde veut travailler sur soi, mais tout le monde n'est pas OK à faire les bonnes actions, avec les bons enseignements, Hmm. avec la bonne formule et pour avoir aussi le bon résultat. Hmm. Parce qu'il y a ça aussi, travailler sur soi, ça demande aussi de sortir de sa zone de confort. Ouais. Et ça, c'est un effort, hein. Bah oui, c'est un Ça, autre c'est... step. Ouais, ouais. C'est le step du changement en général, quand tu Ouais. arrives à le faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, on va créer le club Calan aussi. Le club Calan qui est différent, légèrement différent de l'académie, où là, c'est juste un club où les personnes peuvent se retrouver Hmm. et travailler sur elles quand elles en ont besoin. Parce que l'académie demande un engagement de 2 ans, où ces 2 ans, par contre, vraiment, on apporte ce qu'il y a de meilleur Hmm. en termes de technique, de coaching, en termes de méthode d'accompagnement et aussi en termes de travail de groupe, où les personnes sont en capacité d'être autonomes, de travailler sur elles, travailler aussi leurs relations et être capable aussi, en tout cas à terme, mon intention en tout cas, c'est de faire en sorte à ce que chaque personne qui sort de cette académie soit un expert dans les relations Hmm. dans le milieu qu'elle fréquente. Donc ça veut dire qu'on impacte des entreprises, on impacte des familles, on Hmm. impacte des cercles influents, on impacte aussi des cercles relationnels très importants et la société en fait va beaucoup mieux Ouais. se porter, Et toi, dans clairement. tout ce que tu fais, Ouais. si tu devais ressortir une chose, quelle serait cette chose qui t'anime le plus, en fait, dans tout ce Dans que tout t'en... ça, Oui, dans tout ça. la chose qui m'anime le plus, Ouais. en une phrase ou en un mot? En une phrase. En une phrase. Moi, en réalité, ce qui m'anime le plus, je pourrais te le dire de différentes façons, laquelle je vais prendre. Là, en réalité, là, ce qui m'anime le plus, c'est le fait en fait, c'est tout simplement de permettre à des hommes et à des femmes de retrouver leur voix, clairement. Vraiment de retrouver leur voix. VOX, VOIE, hein. Hmm. Tu le prends comme tu le veux. Mais c'est vraiment retrouver leur voix et être vraiment ouais, être vraiment un cadeau pour ce monde, à la Hmm. fois pour elle et pour les autres. Moi, c'est ça qui me fait vraiment vibrer. Le fait de prendre une personne qui est dans le conflit, dans le brouillard, et à un moment donné, faire en sorte à ce qu'il y a cette étincelle qui est là, qui devient un feu ardent, et à un moment donné, lui permettre de retrouver sa voix. Pas la voix que j'ai choisie moi, hein, Hmm. mais la voix en fait qui lui correspond vraiment. Hmm. Et faire en sorte à ce qu'elle puisse elle-même aider d'autres personnes à faire de même en fait. Et ça, c'est vraiment kiffant. Tu vois, quand une mère de famille vient me voir et me dit, là d'ailleurs, j'ai eu un témoignage comme ça il y a pas loin de 2 semaines, une mère de famille qui avait suivi en fait des cours que j'avais donnés sur les relations familiales. Et elle m'a fait un témoignage en me disant, purée, Kenzo, il y a 2 ans, j'étais venu te voir. J'ai suivi tous tes ateliers sur le plan professionnel, etc. J'ai suivi les ateliers par rapport à la famille parce que j'avais besoin d'améliorer ma situation avec mes enfants. Là, actuellement, ces enfants sont devenus tellement, enfin, ils contribuent tellement au foyer actuellement que ça lui donne les larmes aux yeux. Elle me dit, là, actuellement, mes enfants contribuent au foyer. Le foyer, c'est devenu un terrain propice où en réalité, on échange. La communication est là alors qu'avant, chacun était dans son coin.
Au travail, ça se passe beaucoup mieux pour elle parce qu'elle a l'esprit léger quand elle se dit elle doit faire certaines choses à la maison. Et le fait aussi de se dire qu'elle est aussi inclue dans la vie de ses enfants, elle me dit ouais, ça c'est le meilleur cadeau du monde. Ouais. Le fait qu'il y ait plus cette porte-là fermée où vraiment elle est dans une discussion ouverte avec sa fille. Et du coup, ce qu'elle apprend avec ses enfants, elle est en capacité de le mettre aussi au travail. Mmh. Où elle développe de meilleures relations aussi au travail. Et du coup, en fait, alors qu'il y a 3 ans, elle s'est dit elle va partir, là, elle s'est rendue compte que non, elle est en capacité en tout cas d'avoir une influence positive et de pouvoir créer un changement dans le milieu dans lequel elle exerce depuis plus de 20 ans. C'est Et ça, tu incroyable. vois, c'est stylé. Ah ouais, Moi, c'est je kiffe. c'est incroyable. J'ai lu les retours d'expérience Ouais, qu'on t'a donné. on essaie d'en mettre quelques-uns parce que c'est vrai qu'on en reçoit pas mal. Non, vraiment, et ce que ta réponse, en fait, rejoint vraiment l'expérience que les personnes ont vécue lorsque tu les as accompagnés. Ouais, ouais, C'est très humain et en même temps, ça impacte leur monde, mais ça impacte surtout leur entourage. ouais, ça, tu vois, c'est Et stylé. ça, c'est très, très, très puissant. Ouais, c'est Donc stylé, bravo ça. pour ça. Non, mais c'est à eux, bravo. C'est bravo à eux, hein. Bravo Moi, à j'ai eux. fait que leur montrer une solution qui Ouais. existe, une ou plusieurs solutions qui existent. Mais tu vois, les personnes là qui font des témoignages, c'est des personnes qui viennent me voir 1 à 2 fois. C'est pas des accompagnements longs comme on a l'habitude de croire. Surtout que je travaille beaucoup en groupe Hmm. et les travaux qu'on a en groupe n'ont rien à voir en termes de résultats. Ouais. On a des personnes qui sont sorties de dépression parce qu'ils sont venus soit à une retraite qu'on a fait sur une journée, soit à travers un atelier. Alors, ça peut paraître gros quand je dis ça, sorti d'une retraite en une fois. Non, il y a eu un processus, Hmm. mais le fait de voir qu'à travers un atelier, une personne. Enfin, après, ça se mesure aussi, même énergétiquement, même sur le plan du système nerveux, il y a un avant, un après. Hmm. Et ça existe, ces solutions, elles existent depuis très longtemps. C'est juste qu'à un moment donné, je crois qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux. On a oublié que les solutions existaient Hmm. et on a préféré faire autre chose. Ça fait Hmm. partie du jeu. En tout cas, je fais ce que je peux à Hmm. mon humble niveau. Et Et, c'est déjà très bien. ouais, on fait ce qu'on peut. Et de toute façon, on peut pas reprocher un résultat qu'on voit là dans notre vie et pas apporter de solution. Non. Vaut mieux être acteur du changement et accompagner les gens vers le changement. Et là, après, on peut faire un état des lieux. Ok. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Mais là, on est parti pour un bon. Là, on est parti pour un bon élan là. Un très très bel élan. Et ça va continuer après. Ça va continuer après. Mais vraiment, pour répondre à ce que je te disais, parce qu'à la base, c'était ça la question. Ouais, ce qui me fait kiffer, c'est permettre aux personnes vraiment de s'exprimer Hmm. et de libérer leur voix, là. Que ce soit la voix professionnelle, personnelle ou Hmm. personnelle, mais de toute façon, c'est toujours la même chose. Que ce soit ta voix Hmm. VOIX ou ta voix VOIE, Hmm. pour les deux, c'est OK. Dans ce podcast, il y a une question de fermeture. Yes. Et la question va peut-être te faire écho à des réponses peut-être et des éléments que tu as déjà dites. Il n'y a pas de hasard. Tu peux envoyer la question. Bonsoir. La question est, quelle est ta force intérieure? Très bonne question. Ma force intérieure? Ouais. La force intérieure. La tienne. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, là, j'en ai plusieurs. Et je me dis, la numéro une, celle qui est vraiment au-dessus de toutes les autres. Mhm. Alors, j'ai la réponse. Par contre, elle tient pas sur un mot. Je vais t'expliquer pourquoi. Ma force, elle est clairement au niveau de ma voix. Très clairement au niveau de ma voix. Parce que je sais que j'ai cette capacité à résoudre un conflit à travers le dialogue. J'ai cette capacité à dédramatiser une situation à travers un dialogue. Et j'ai aussi cette capacité à fédérer. Donc ça, je sais que sur ça, je sais que je suis bon dans ce que je fais. Tu te connais. Je sais que je fais partie des meilleurs dans mon karaté. Hmm. Ça, c'est sûr. Après, le mot exact qui permet de synthétiser tout ça en français, je ne l'ai pas encore trouvé. Probablement qu'on va le créer. Mais en vrai, si je t'aurais dit ma force, en fait, c'est Callahan. Ok. En un mot, clairement, c'est ça, Callahan. Ça te résume bien, je trouve. Callahan, clairement, le côté croissance personnelle, Hmm. le côté relier les personnes, le côté dénouer des conflits, Hmm. et le côté aussi se leader. Quand je dis se leader, ça veut dire se prendre en responsabilité et aller faire ce qu'on est venu, pourquoi en fait on est arrivé sur cette terre, tout simplement, se révéler, s'épanouir aussi. Clairement, ça c'est ma force. Et c'est ce que généralement toutes les personnes qui viennent me voir retrouvent. C'est vraiment ça, se révéler et Hmm. après dénouer des conflits et accepter aussi que les conflits font partie de l'histoire. Hmm. Parce qu'en fait, c'est les conflits qui créent l'histoire Ouais. et qui créent aussi les solutions. Donc je te dirais, c'est ça. Ma force, ouais, c'est Callahan.
Dès que tu comprends Callahan, c'est bon. On va terminer là-dessus, sur Callahan. Yes. Kenzo, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je vais mettre tous les liens pour que les personnes qui ne te connaissent pas puissent te suivre. Avec grand plaisir. Et ça a été un échange très intéressant qu'on a eu. Et j'ai été choqué à des reprises. Des moments qui seront coupés. On coupera au montage. Mais encore une fois, merci pour cette prestation. Merci à toi pour l'invitation. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. T'es très bon dans ta place d'animateur. T'es vraiment très très bon. J'ai kiffé l'échange. Kiffé l'échange. Je te C'est lourd. remercie. Et il n'y a pas de réponse sans question. Donc Non. c'est toi qui es bon. C'est toi qui es très très bon. Merci à toi. Yes.